podcast du Virage. Bonjour, bienvenue dans ce premier numéro du podcast du Virage, la version audio du web magazine Virage, la tribune libre du football à Paris. Eh bien, c'est cet esprit que nous allons essayer de perpétuer en mode podcast, être libre et parler du Paris Saint-Germain. Pour ce premier numéro, on met les petits plats dans les grands avec la fine fleur de la rédaction de Virage, puisque j'accueille autour de la table Jérôme Réjas, journaliste rock, franc-tireur multi-support, auteur de Parc Tribune K Bleu Bas, un bouquin que je conseille à tous les supporters. Jérôme, bonjour. Bonjour. Ça va, t'es content d'être là ? Je suis ravi d'être là. Bon, j'accueille également Jean Cessé, l'auteur de cette rubrique dans Virage. Il ne s'en restait qu'un an. Pas tout à fait ça. Non, c'est un an au club. Un an au club. Donc, qui compte déjà des grands noms comme Carlos Bueno, Leonardo. Christian Wörns Et Youri Djorkaeff. Non, pas encore Youri Djorkaeff. C'est pour bientôt, mais c'est trop facile Youri Djorkaeff. Allez sur Virage, vous allez voir. Fred Niaouré, c'est le seul vrai sportif de la bande. C'est aussi un peu le psy du Virage, j'ai envie de dire. Parce que le psy, parce qu'il s'intéresse par-dessus tout à tout ce qui se passe dans la tête des gens, en particulier les joueurs, les supporters. Et comme ça, Fred, c'est un peu notre mentaliste à nous. Salut Fred. Salut à tous. Je suis moi aussi super content d'être là. Et t'as oublié de dire, j'aime bien aussi ce qui se passe dans la tête des femmes des joueurs aussi. Ah, c'est intéressant ça. Et pas que dans la tête. Et enfin, Jonathan Candan, fondateur de footballinclusive.com, ce site sur lequel vous retrouvez une quantité incroyable de stats sur tous les championnats européens, si je ne me suis pas trompé. Exactement. Pour tous les passionnés. Et surtout tout le PSG, depuis sa création. Mais il n'y a pas que le PSG dans les stats. Ah non, il y a tout. Mais disons qu'on choisit un peu plus le PSG. Bonjour à tous autour de la table. Bonjour. Merci d'être là. L'équipe est au complet, sous l'œil bienveillant mais critique et attentif du rédacteur en chef, Xavier Chevalier, qui a la main sur la console et qui se permettra d'intervenir s'il le juge utile. Alors si par exemple vous dites des conneries, messieurs, si par exemple on s'entend plus, je vous annonce qu'il détient une arme absolue, un son épouvantable pour vous faire taire. On va tester si ça marche. Quel Au secours. C'est une Arrête ça. arme de destruction massive. Tout est en place, il ne nous reste plus qu'à accueillir notre invité, parce que voilà, la chance qu'on a, c'est qu'on a un super invité. C'est pas n'importe qui, depuis plus de 15 ans. Ah merde, c'est pas moi. Il se promène sur les télés, les radios françaises, Canal+, M6, RMC, Europe 1, j'en passe. Humoriste, comédien, on l'a vu aussi au cinéma, il est l'auteur de 2 livres. Et le plus frappant, moi, il me semble, c'est que le mec a simplement inventé son job. C'est aujourd'hui l'unique humoriste football du PAF. Oui. Mais tout ça, ça suffit pas à faire de toi le premier invité du Virage. Je dois te le dire. Non, ce qui compte par-dessus tout, c'est que tu es un fidèle supporter du Paris Saint-Germain, abonné depuis 1992, Auteuil rouge. Ouais, enfin j'ai changé depuis. Je suis pas resté en Auteuil rouge tout le temps. Tu es passé en tribune latérale. Je suis en bourgeois, j'insulte les pauvres. Et que partout, il clame son amour pour le club. Donc, messieurs, accueillons comme il se doit Julien Cazard. Merci. Enfin, je pensais avoir un autre accueil que Jump, personnellement. Alors, je vais vous dire, c'est terrible parce que je suis allé voir le film de Spielberg, Ready Player One. Alors, j'étais hyper content de le voir. Ça démarre par Jump à fond. Horrible. Et là, j'ai failli sortir de la salle. C'est impossible de rester dans le film avec ce truc, quoi. Heureusement, ça dure pas trop longtemps. Le film ? Ouais, non, le Jump. Ça dure toujours trop longtemps, le Jump, remarque. C'est vrai. Merci Julien d'être notre Avec premier plaisir, invité. avec plaisir. Écoutez, je suis très flatté. Un honneur, c'est nous qui sommes flattés. Est-ce que tu es conscient comme ça d'avoir un job unique, un peu comme le président de la République ? Ouais, en fait, c'est-à-dire que je suis un peu comme les emplois jeunes. Tu sais, il n'y avait pas ce job. Alors, on l'a inventé plutôt que de créer des emplois dans ce qui existait déjà parce qu'on ne savait pas comment faire. Donc, non, je me suis dit, pour être le meilleur dans un truc, il faut être le seul. Et ça marche. C'est pas mal. Et voilà. Donc, je suis le seul à faire ce truc-là. Alors, pour l'instant, personne n'a vraiment eu l'idée, ou alors le temps, ou alors envie de le faire. Donc, je suis encore un peu tout seul. Et puis à un moment donné, je vais me prendre un coup de pied au cul par des mecs plus drôles. Et puis, comme Smaïn, j'aurais mérité que ça. Moi, il y a un truc à propos de ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on t'entend surtout comme humoriste, mais j'ai le souvenir quand même que sur RMC, il y a quelques temps, une radio où tu officiais, c'était dans l'After, tu es aussi intervenu comme
consultant foot, Ouais. chroniqueur foot. Ça n'a pas duré longtemps, je crois, une saison. Non, oui, enfin, avec quand même un côté un peu décalé, c'était le samedi soir. Oui, non, en fait, je me dis que je peux faire ça à l'occasion, c'est sympa, mais finalement, il y a déjà assez de mecs qui en parlent du foot de manière sérieuse, donc moi, je peux le faire de manière sérieuse, mais il faut toujours que j'ai un moment où je déconne un peu, parce que sinon, mon avis, c'est bien sympa, mais au quotidien, mon avis, on s'en fout. Bah, comme on s'en fout de l'avis de tous les spécialistes qui nous. Voilà. David Berger, Non, mais- Laurent Paganelli et tout. Alors non, Ça, alors ça moi, balance. non. Je ne me foutrais jamais de l'avis de Laurent Paganelli. Ah oui, c'est vrai. C'est primordial. C'est une Et matière puis, première c'est- énorme pour Ah tes non, mais chroniques. non. Fonds de Moi, commerce je- total. Ouais. Moi, j'ai quand même, tu vois, je suis quand même dépendant. Tu vois, le Real est peut-être Ronaldo dépendant. Je suis pas très loin d'être Paganelli dépendant. Donc, j'aimerais qu'on soit un peu sympa avec lui. Moi, en tout cas, j'aimais bien t'entendre parler des matchs. Ça m'a intéressé souvent. Et il y a un truc dont je me rappelle forcément, c'est que entre les deux matchs de France-Ukraine, entre Ukraine-France et France-Ukraine, Oui. tu étais un des rares types qui disait non mais moi je le sens, on peut le faire, c'est que l'Ukraine, il faut leur planter 3-0, on va leur planter 3-0. Ah ouais. Non, mais en fait, je Et- comprenais pas le délire. Excuse-moi, je me permets de te Vas-y, couper. vas-y. En fait, c'était pas du tout genre, allez, on peut le faire, les gars. Tu vois, ambiance comme tu Non, dis, c'était comme un froid con. et dire Oui, c'est-à-dire dire les mecs en fait ce que eux ils ont fait à l'aller avec énormément de chat, un terrain pourri, un arbitre sympa qui les a laissés mettre des coups comme des oufs. Bien nous, si chez nous on peut pas faire au moins l'équivalent, enfin c'est rien, on n'a pas perdu 2-0 contre le Barça ou contre l'équipe du Brésil. Donc moi je trouvais pas ça dingue. Et puis c'était pas dingue. Hein. et le truc magique, c'est que c'est quand même Mamadou Sakho qui plante un doublé. Nous on a en France on a un problème avec les arrières qui mettent des doublés dans des gros matchs. On a eu Lilian Thuram et Domergue en 84 en demi-finale contre le Portugal. Donc tout est possible en France. Donc ça veut dire que peut-être que Debuchy mettra un doublé en demi-finale. Oh putain. Faut Ça pas serait rêver génial. non plus. Alors ça Merci. serait bien qu'il le mette dans son camp. Voilà. Enfin dans l'autre camp, pardon. Il ne faut pas rêver. Mais il faut le remercier déjà, quand même, pour Ouais. dimanche dernier. Merci, Enfin, pour merci, samedi Mathieu. dernier. Merci Bon, Mathieu. Il a voulu montrer à Mathieu Cavani où il Debuchy. fallait la mettre. J'ai C'était dit, là. j'ai dit que tu avais fait plein de TV, de radio. Si on parle juste de ton actu, aujourd'hui tu es sur Canal, chaque dimanche soir, dans J+1. Ouais. Tu présentes ta chronique. Abonné numéro. 93 227. C'est ton numéro d'abonné au parc C'est pas mon vrai numéro d'abonné. Non, ni à Canal. Hein. C'est pas mon- Ah, mais t'es abonné à Canal. Oui, c'est moi. Mais il te paye le truc quand même. Non, non je l'ai toujours refusé. Je paye mon abonnement. Je suis un homme libre et donc un homme con. Vas-y. Tu es donc aussi sur Europe 1 dans l'émission Y'a pas Péno, présentée Ouais. par Thomas Touroud, Oui, absolument. dans laquelle ta chronique s'appelle Interdit de stade. Ouais. Voilà. C'est bien parce que je suis pas a priori interdit de stade. Je suis quand même plutôt assez sympa. J'insulte comme tout le monde dans un stade. Hein. J'insulte bien sûr de manière assez lâche, mais j'en suis pas à être interdit de stade encore. Donc voilà, j'ai pas fait comme Michael Youn, j'ai pas sorti un fumier. Donc, je me suis pas fait virer. C'est vrai qu'il a fait ça, Michael. Ouais, ouais. Il a fait que ça surtout. Ah non mais il l'a fait, fait, n'empêche, il l'a fait. Pour revenir à ce que Péno tu aussi, disais. qui était pas mal. Pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que c'est bon d'insulter au stade. Ah oui. C'est Ah, c'est un des rares endroits où on peut Ah, mais encore c'est le faire. mais hein. c'est bon de bon, quoi. Ouais. Je peux pas dire comment, mais c'est Voilà, trop bon. c'est. Après, moi j'ai un pote qui est abonné avec moi. Et ben il y a son fils avec lui. Et il est donc ça fait des années maintenant, depuis qu'il est petit, il est là. Il lui explique voilà, dans le stade, tu peux insulter qui tu veux, mais une fois qu'on est sorti, c'est fini. Tu Comme dis tous les bonjour pères et de tu dis famille. au revoir. Voilà. Comme tous les pères Ça, de c'est un famille. bon père de famille. Voilà. Et il y a des gens, c'est l'inverse. Hein. Ils sont très polis au stade, ils insultent tout le monde en dehors. Ça s'appelle les joueurs de PSG de certaines époques, qui sont entre-temps partis à Tottenham. Oui, je t'écoute. J'avais une question pour Julien. J'ai regardé beaucoup de vidéos de tes chroniques par Ouais. rapport à tous les invités que tu as pu recevoir, enfin que tu as pu recevoir, que tu as pu chroniquer. Parce qu'ils ont toujours l'air de rire à l'image Oui. ou au son. Est-ce qu'il y en a qui l'ont très très mal pris ou qui sont venus te voir après, qui t'ont démonté ou qui t'ont dit c'est pas Non, bien Celui qui l'a mal pris, je crois, c'était J+1, c'était Olas. Pourtant, il a énormément d'humour. Lui l'a mal pris. Sinon, je ne crois pas. Non, je crois que plutôt les mecs. Moi, je suis qu'un pauvre type. Je suis un bouffon. Je veux dire vraiment que je suis un bouffon au sens propre. Je pense vraiment au sens de ce que c'est. C'est-à-dire que le mec, il peut dire du mal de qui il veut, de tous les mecs, puisque les stars, sont eux. C'est eux les puissants, les stars. Donc finalement, moi, je suis un blaireau pour eux. Donc je peux faire les blagues que je veux, ça les fait rire. Voilà. Et comment tu sais que Olas l'a mal pris, du coup? Il y a des trucs qui se sentent. Ok. Des trucs qui se sentent un Mais peu. il t'a dit quelque chose? Non, il sourit, mais tu le sens. Il a tweeté. Non, même pas. Oui, il est. Après, moi, je vais te dire un truc, personne n'est obligé. Déjà, je trouve que ils sont déjà la plupart du temps assez sympas, les mecs. Ils pourraient très bien dire, il me fait pas marrer, c'est un naze, il est ringard, hein, ça me choquerait pas. Mais tu les fais rire. Oui, mais même si un mec me disait, moi par exemple, ça me fait pas rire, ouais, ça me choquerait pas, il a le droit de trouver pas ça drôle et même lourd. Mais voilà, donc Olas, c'est pas son genre d'humour. Lui, je connais pas son genre d'humour. Mais Mais si un Olas- jour il y en a qui le connaissent, il me le dit. Olas, il a de l'humour avec lui-même, donc faut pas chercher à comprendre. Oui, non, mais après, moi, je lui en veux pas, le mec, il fait ce qu'il veut. Enfin, personne t'oblige à être marrant dans la vie. Si t'as envie d'être chiant, c'est ton problème.
Je suis désolé, hein, j'ai pas cassé l'ambiance, j'espère. Si, un Complètement. Je t'annonce le programme, Oui. Julien. On t'a fait venir. Il y a une interview de toi longue sur Virage dans lequel on peut découvrir ta vie de supporter de Paris. C'est pas exactement le programme qu'on a retenu ici. On s'est dit pour ce premier épisode qu'on allait se poser un peu la question de ce que c'est que ce club. Oui. Qu'est-ce qui fait que le Paris Saint-Germain est unique pour les gens qui l'aiment, pour ses supporters et puis d'une manière générale. Donc ce sera ça un petit peu le programme. Mais avant ça, Jérôme Réjas, qui est un peu notre interdit de stade à nous. Hein. Mais oui. Mais un vrai, lui, c'est un vrai, lui. Il est Non, vraiment interdit de moi, stade. on m'a demandé de partir, je suis bien élevé, je suis parti, je suis jamais revenu. Ouais. Jérôme s'est attelé à la lourde tâche de préparer un petit portrait de l'invité, c'est-à-dire toi. Où est-ce qu'il va chercher tout ça? Tout le monde aura reconnu évidemment Bourville dans la traversée de Paris. Julien, je vais faire quelque chose de très difficile. Comme vous, mais en moins bien. Ouais, bon, ça, on verra, parce que ça, des fois, c'est... Bon, bref. Non, c'est toujours très bien Cazard. Julien Cazard est français. Enfin, un français, on y reviendra plus tard. Julien Cazard déboîte la majorité absolue, il ne fait pas de prisonnier. On l'aime ou on ne peut pas l'encaisser. Drôle, caustique, burné, funambule, habité, enragé, imprévisible pour les uns, raciste, homophobe, beauf, misogyne, vantard pour les autres. Jusque-là, on est d'accord. Absolument. On laissera à Madame Schiappa le soin de terminer cette liste noire et de contacter le juge adéquat. Le grand Bernanos, un écrivain pour les incultes, écrivez « Les ratés ne nous rateront pas ». À l'heure de la démocratie bidon, des réseaux sociaux délateurs, des courbettes affligeantes, Cazard a relancé un certain panache à la française. Il est le maire de Cambronne, il est l'enfant du professeur Choron, il est le petit connard intouchable dans la cour de récré parce que son grand frère fait du karaté et fréquente les manouches du coin. Et dans les locaux humides et mal éclairés de la Gestapo lyonnaise, Cazard serait probablement parvenu à arracher un sourire à Klaus Barbie entre deux bains sans Tahiti douche, ni petit canard jaune insubmersible. C'est pour cela qu'on l'aime, Cazard, vraiment. C'est pour cela que les dimanches soirs, nos angoisses de terriens écrasés par une vie sociale souvent médiocre, je parle de moi surtout, sans lendemain qui chante, disparaissent le temps d'une chronique mitraillette où le pire est souvent le mieux. Certes, parfois, il se repose sur ses lauriers, Julien Cazard. On le sent au détour d'une vanne qui tombe à plat. Cazard est possiblement un fumiste, un paresseux. Je dis ça, je m'avance. Hein. Élève Cazard, vous vivez sur vos acquis. Combien de fois a-t-il dû entendre cette phrase à l'école, lui qui a été viré de différents établissements scolaires et qui a passé son bac en candidat libre? Wikipédia a raison. Ah non, c'est ça. Voilà. C'est terrible. Cazard n'est pas un professionnel du rire. Non, c'est un homme libre qui n'en fait qu'à sa sale tronche. Et puis, Cazard est comme un joueur du PSG. Il a lui aussi le droit de passer à côté de temps en temps. Son côté pancrate, sans doute. Il a en lui cette attitude kamikaze. On se demande même parfois s'il n'aimerait pas être viré en direct par un ordre martial tombé dans l'oreillette de l'animateur bordelais de J+1 dont j'oublie toujours le nom. Il est le seul aujourd'hui à la télé à installer volontairement des longues secondes de silence embarrassé. On dirait qu'il jouit de ces moments quand ses collègues de plateau rient jaune et que le public respire un peu plus fort que d'habitude. Cazard est aussi un alchimiste. Il transforme parfois la merde en or. Souvenez-vous de Commissariat Central sur M6 en 2016. Oula. Et vous comprendrez de quoi je parle. Ouais. Bon, c'est vrai que cette série était nulle et dès que vous apparaissiez, c'était lumineux. Ouais. On pourrait faire ici son CV, mais on s'en branle. Hein. Mais enfin, on va quand même le faire. Ligue d'improvisation comme Jamel, c'est vrai ça? Enfin, pas Oui, dans la alors, même ville. c'est pas la même ligue, Ouais. mais la même époque, oui. Ouais. On a échappé au slam, c'est déjà ça. Action discrète, la commission discipline sur M6, Canal+, la radio, même des bandes dessinées. Le parcours lambda de l'intermittent du spectacle, en somme. Donnez-moi une suite au riche. Oh non. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une Ça, limousine. c'est dégueulasse. J'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la. C'est affreux. Non, mais il de faut m'imposer qu'elle aille ça. chez le dentiste, surtout, ça a gagné beaucoup d'argent. Entre autres, ouais. Julien Cazard a surtout définitivement enterré Michel Leb. Il imite mieux les Noirs que les Noirs eux-mêmes. Et évidemment, c'est les Noirs qui rient. Eh ouais. Quand il se moque sans vergogne des joueurs de couleur de notre Ligue 1 canapé, on croit entendre le grand Habib Mohamed Medoun Hondo. Non, bande d'incultes, ce n'est pas l'imam de la mosquée de Rodez ou de Guignon, mais la voix française éternelle d'Eddie Murphy. Pareil pour les Portugais, les nains, les handicapés, les enfants, malades ou pas, les homos, les roms, les gros, les maigres, les couillons et tous les autres. Cazard va là où il ne faut pas aller, toujours, il s'en branle et il a raison. Il fait le taf. Quand la France a, semble-t-il, choisi de courber les chines et de bannir le rire des débats et de ne plus être ce qu'elle a toujours été, ce pays merveilleux avec comme emblème le coq, le seul animal heureux de chanter, les deux pieds dans la merde. C'est en cela qu'il est indispensable, Cazard. Il adore Valdo, ce qui veut dire deux choses, qu'il est vieux
Ouais. Et qu'il est un supporter sérieux, un supporter du PSG. Je me serais quand même pas fait chier à pondre cette chronique si Cazard avait été un adepte des Canaries ou des trafiquants de mugs rhodaniens. Cazard a l'esprit du parc, ce mélange délicieux de rage et d'autocritique, de vannes et de larmes rentrées. Après la défaite catalane, il avait, pour cette entreprise de paris en ligne et qui le paye sûrement grassement, simulé l'extraction d'un cucurbitacé de son anus pour symboliser la douleur de cette déroute parisienne en Ligue des Champions. Oui, Cazard est des nôtres, des miens en tout cas. Il a choisi pour toujours. Mais Julien Cazard est-il français ? Ah. Il est né à Paris un jour de novembre 1974. Wikipédia toujours, c'est bon ? Ah, c'est bon. Là. Mais c'est pas suffisant. Parce que si sa famille est originaire de Toulouse et a survécu à Beaup, Dupraz et à ZF... Sa maman, elle, a du sang arménien. Ouais. Patoukian. Ouais. Patoukian. Ah oui, c'est terrible. Patoukian. Pourquoi terrible ? Je sais pas, je me dis comme ça, du coup j'ai envie de dire que c'est terrible, mais c'est vrai, c'est terrible. Dès que t'entends un prénom un nom arménien, t'as envie de te larmoyer, non ? Tais-toi, Jean. Non, pas du tout. Voilà le vrai Cazard. Patoukian. Hybride presque effrayant de Jeff Panaclock et André Manoukian. Cazard donc. Et là on comprend. On comprend cette violence verbale, ces blagues limites, cette volonté de flirter en permanence avec le vide. Julien Cazard vient de loin et il n'a rien oublié. Oui, c'est certainement de là que lui vient cette rage sans filet, d'une contrée lointaine où les sourcils sont proéminents, les femmes se coiffent les bras, où les chanteurs sont minuscules et revanchards, et les tremblements de terre fréquents est classé au top 50. On arrête la musique horrible. En plus, sur Vanessa Paradis en plus. Cazard enfin a compris, et là je suis sérieux, qu'en 2018, l'humour était l'ultime posture chevaleresque, la dernière soupape avant la folie et le massacre. Celui qui sait rire de lui-même et des autres est sauvé et peut sauver le monde. Alors, entre ici, amiral Cazard, au Club des Lumières, au Théâtre des Merveilles, dans le Temple de la Passion, virage est ton virage. Ah, excusez-moi, j'allais oublier. Alors que notre cher gouvernement souhaite voter une loi contre les fake news... J'aimerais rappeler ici que non, chers ennemis marseillais, Julien Cazard n'est pas un PD. Il est en couple et papa. Comme Jacques Lang, me direz-vous. Ouais, c'est encore une autre histoire. Non, c'est sûr. Bienvenue, Julien. Merci les gars. Écoute, je suis très ému. J'ai envie de me présenter aux élections. Bah oui, on votera pour toi. Franchement, quand t'entends ça, t'as envie de te présenter. Tout est vrai. Merde. Ah, mais le pire, c'est que tout est vrai. Sauf que je suis pas homo. Mais sinon, le reste est vrai. En même temps, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, franchement. Et puis, je vais te dire un truc, même si t'es pas homo, avec tout ce qu'on a appris récemment, on est en équivalent. Je pense, en tant que supporter du PSG. Ah oui, ça c'est dilaté. On est en équivalence. Passif alors. Alors oui, que passif. Avec le PSG, malheureusement. Oui, on est que passif. Je dirais même très passif. Très passif. Transition parfaite. On va essayer de définir un petit peu ce qui fait le Paris Saint-Germain. Merci et bravo. Ouais, bravo Jérôme pour ce super portrait. Donc le Paris Saint-Germain, c'est quoi exactement ? Alors le Paris Saint-Germain, ce que je trouve génial, c'est que justement, ce qu'il a d'unique pour moi, c'est que déjà c'est un club qui est très récent dans la galaxie des clubs qui sont très forts aujourd'hui. C'est le plus récent. Enfin, franchement, il n'y a pas plus récent que ça. Et donc, il y a une histoire qu'il n'aura jamais. Par exemple, et ça, toute ta vie, tu pourras faire ce que tu veux. Il y a une histoire que tu n'as pas. Déjà, tu n'as pas une histoire ouvrière parce que tu as un club de bourgeois. C'était le gang des chemises roses. Donc, si tu veux, c'est qu'à partir du moment où et ça crée déjà un truc particulier. C'est-à-dire que tu n'as pas connu les années 50, les années 60, les années 30, les années 20, les années 10. Donc, toi, tu arrives. Hey, salut les copains. Donc, en fait, résultat, toute ta vie, tu seras le petit jeune. Tu seras le petit nouveau, le petit dernier. C'est comme quand tu es le petit dernier. Tu pourras avoir 50 ans, tu seras le petit dernier. Donc, ça, c'est génial. Deuxième chose, c'est le seul club de la capitale. Tu n'as pas beaucoup de pays où tu as un seul club, déjà. Et en plus, la capitale, qui est une des rares dans un pays européen, un vrai gros pays européen, à être aussi centralisé. C'est-à-dire que tu as Paris, le reste du monde en France, tu vois. Tu n'as pas l'équivalence en Italie, en Angleterre, où vraiment chaque région peut être assez forte, avoir une presse nationale. Nous, on n'a pas. Et nous, toute la presse nous déteste. Et ça, c'est génial. Même la presse parisienne. Donc, tu vois, c'est particulier. Tout est fait pour que ça ne marche pas. Et ben, ça tombe bien. Ça marche pas. Ouais, ça marche pas et en même temps, non, mais si, pour un enfant, le palmarès, quand on y pense. Non, mais c'est ouf, c'est ça qui est génial. C'est qu'on est le club de losers avec le plus gros palmarès. Donc c'est ça, c'est quand même fort.
Moi, cette histoire de club de losers, bon, il nous a vrillé complètement le conducteur, hein, mais c'est parfait. Excusez-moi, tu m'as demandé c'est quoi ? C'est tous les points que tu as dit, c'est exactement les points dont on peut les développer après. On voulait parler. C'est ça le talent, comme tu dis. Cette histoire de club de losers, moi, quand je regarde Paris aujourd'hui, je me dis, en fait, il manque des joueurs de caractère, il manque un coach, il manque des choses pour que ça marche. Mais en fait, en parlant avec vous, j'ai l'impression que c'est presque inscrit dans l'ADN du club d'arriver à un moment à franchir une marche et paf, quoi, tu la rates la marche. En fait, surtout au niveau européen, parce que des championnats, ils en ont gagné. Mais... Non, mais c'est ça qui fait. Pour moi, loser, c'est parce que si t'es nul, t'es pas un loser. Un loser, c'est pas un nul. Un loser, c'est un mec, il est au top et au moment où on se dit, là, c'est bon, et ben là, il foire. C'est ça, un loser. C'est comme le Stade Rennais, qui, je pense, est très au-dessus de nous. Le Stade Rennais, ils font de finale contre Guingamp. Ils n'ont pas gagné depuis 40 ans un titre. Ils perdent contre Guingamp. 2 ans après, refinale, ils disent, bon, cette fois-ci, on va pas se faire baiser. Eh ben si, ils reperdent. Et après, ils reperdent. C'est que ça, c'est vraiment des losers. C'est comme Leverkusen qui, en 2002, ils perdent la finale de la Coupe d'Allemagne, ils perdent le championnat la dernière journée, et la finale de la Ligue des Champions. Je rajoute Michel Ballack qui, en plus, a perdu la finale de la Coupe du Monde en étant de Leverkusen. Donc ça, pour moi, c'est la vraie lose. Et nous, c'est ça notre force. Tu vois, c'est que la seule coupe qu'on a gagnée, elle n'existe plus, la Coupe d'Europe. Tu vois, c'est ça incroyable. La vraie lose. Il y a une Coupe d'Europe qu'on a gagnée, elle n'existe plus. Et elle est supprimée, je crois, l'année qui suit pratiquement. Le titre. Ouais, pratiquement. Ouais. C'est pour dire c'est bon, ils l'ont gagné, on arrête. Ouais, pour moi, c'est peut-être une bonne chose qu'elle n'existe plus, cette coupe. Hein. De toute façon, on sera le seul club français. À jamais les premiers, je veux dire. Ah oui. Allez, à jamais les derniers. À jamais les premiers. On peut dire à jamais les derniers. Ouais, on pourrait avoir ça, nous, comme slogan. Il y a cette histoire de club loser. Il y a un autre truc que tu as dit qui est frappant, c'est le seul club de la capitale dans un pays aussi centralisé, donc le club que tout le monde aime détester en fait. Ouais. Ça forge l'identité. Oui, parce que je sais pas. Enfin, moi, ce qui est génial déjà, c'est qu'on n'est pas un vrai pays de foot au départ, et que Paris, c'est pas une ville de foot. Il y a beaucoup d'amoureux du foot, mais c'est pas une ville de foot. C'est-à-dire que, le jour du titre, t'as personne sur les Champs-Élysées. Enfin, si, mais c'est des Chinois. Ils achètent des sacs. Donc, est-ce que ça compte ? Je suis pas sûr. Donc voilà. Donc moi, je pense que c'est ça aussi qui est très bizarre, c'est que c'est une ville qui a tellement de pluralisme culturel, de choses, qui fait que le foot, c'est un truc parmi d'autres. Mais ça, tu le trouves pas ailleurs. Genre, tu vas à Madrid, tu vas à Rome, c'est encore particulier parce qu'ils sont bien dans la loose aussi, mais ils ont quand même 2 équipes, ils sont à bloc. Il y a une presse qui est vraiment derrière eux. Tu vois. Alors ça, c'est un truc aussi, moi ça me fait penser à cette une de l'équipe la veille du retour Barcelone. C'était gonflé à bloc. Ouais. J'ai pissé dessus avec la tête de Messi en grand, je crois. Genre, ils vont le faire les gars, allez on y croit. C'est dingue. Ouais. Bah ouais, c'est dingue, et je pense qu'en Europe... Le seul quotidien sportif français. Ouais, mais parce que le problème, c'est que c'est pas aux Parisiens qui vendent, c'est aux autres, surtout. Ils vendent notamment aux Parisiens, mais beaucoup aux gens qui aiment pas Paris. Et ça vend plus que les gens qui aiment Paris. Donc, quelque part, il y a une logique commerciale. Donc, c'est pas un fanzine, hein. C'est un anti-fanzine. Mais de toute façon, nous, on est vraiment le souffre-douleur utile aussi, le PSG. C'est-à-dire que je pense que nous, on peut exister tout seul, sans personne. On se tape entre nous, on s'insulte entre nous. C'est bien d'aller supporter qui se tapent tout seul, pas besoin des autres. Je pense qu'il y a, en 2008, quand on manque de descendre, moi, je parlais avec pas mal de potes qui étaient supporters de Lens, enfin, toutes ces équipes qui n'existent plus. Et ils m'avouaient qu'ils allaient être déprimés si Paris éventuellement descendait. C'est-à-dire que sans Paris, la Ligue 1, c'était pour eux presque fini, quoi. On est le truc à taper chaque année. Ah oui, c'est vrai, c'est ça, c'est que mais moi je trouve ça très bien. Je veux dire, on va pas se plaindre, puisque justement c'est le particularisme de cette ville, c'est d'être un petit peu hautain, un petit peu voilà tout ce qui est en dehors du périph', c'est bizarre. Donc voilà, on joue avec ça, c'est drôle. Mais après les contre-coups, c'est que voilà. Après, je pense que ce qui doit choquer, notamment déjà des gens comme Neymar ou qui viennent des gros clubs, c'est qu'ils hallucinent à Paris dans un premier temps parce qu'ils disent mais moi quand je suis à Barcelone, je me fais déglinguer par une moitié de la presse, mais j'ai toute une presse qui est pro. Donc en fait ça équilibre. Le mec il arrive, il se fait dézinguer. C'est-à-dire, pendant 3 semaines on fait c'est génial Neymar, il jongle. Et puis bon, ça y est, la fête est finie. Et le mec il se fait déboîter. Il est 2e buteur, meilleur passeur, il dribble tout le monde. Allez, c'est qui ce connard, il dribble tout seul. Le mec il dit mais où je suis tombé quoi. Parce que oui, il faut s'habituer à ce qu'à Paris, les médias ne te soutiendront pas. C'est pas l'énergie du truc. Ou alors Daniel Bravo à la fin du match retour contre le Real de Madrid au Parc qui dit quand même Adrien Rabiot grand match. Voilà. Donc soit on a des incompétents qui disent n'importe quoi, soit on a des gens qui nous haïssent. Oui, mais tu vois, le problème c'est comme c'est Daniel Bravo, je ne me permettrai pas de critiquer. Vrai. Parce que c'est la famille. Même si plus le temps passe, plus il commente, moins on a l'impression qu'il a joué à Paris et qu'il nous a aimés. Hein. Moi j'ai plus ce sentiment avec Joël Batz. Ah bah oui. Ah ouais. Joël Batz est devenu lyonnais à bloc. Ah non, mais moi je me rappelle d'un truc qui m'a vachement déçu. Je l'avais trouvé hyper hargneux dans un Lyon PSG.
il était sur le banc de Lyon et ça m'avait choqué. Il avait une haine, il a été rageux plus que les autres. Je dis mais merde, enfin je sais pas, c'était quand même un bon souvenir. Et moi comme un con, je me rappelle avoir applaudi pendant son jubilé. Il y avait Purple Rain, enfin son dernier match, il y avait Purple Rain avec un feu d'artifice et tout. On était tous au parc à applaudir comme des cons. Pour voir ça derrière, ça fait mal. Sur le club qu'on aime détester, il y a un truc quand même qui est en train de se passer justement avec cette équipe de Galactique un peu là, les Neymar, etc. C'est que je sais pas si vous avez vu ce sondage récent, le Paris Saint-Germain devient le club le plus aimé en France. Est-ce que c'est possible ça ? Oui, parce que c'est beaucoup de jeunes, je pense. Ouais. Mais du coup, ça change tout, là, ça marche plus. Comme il est possible de voir des maillots Zlatan et maintenant des maillots Neymar sur la Canebière à Marseille, alors que je te jure, jusqu'à il y a encore, juste avant l'arrivée des Qatars, tu mettais un maillot de Paris sur la Canebière. Ouais. Si tu faisais pas du free fight, tu finissais pas entier la journée. Moi, j'ai une petite question à te poser, Julien. Est-ce que tu suis un peu le basket ? Alors, j'ai beaucoup suivi et ces derniers temps, un peu moins. Ok. NBA ou Pro ? Moi, le basket, tu m'as dit, donc NBA. Ok. Merci. Du coup, je sais pas ce que c'est. Moi, je connais le basket. On est sur la même longueur d'onde. Et je voulais avoir ton avis parce que moi, le PSG me fait énormément penser aux Knicks de New York. D'accord. Mais ceux de maintenant ? On va dire Barclay. Ceux des, on va dire, des 15 dernières années. C'est-à-dire que il y a eu à un moment donné la dernière belle époque des Knicks. C'est romantique, mais ça gagne jamais. Hein. C'est ça que tu veux dire ? C'était, en fait, déjà il y a plusieurs choses. C'est quoi ? C'est il y a 15 ans, 20 ans ? Ah non, c'était en 70. Ah ouais, c'est ça. Parce que même avec Barclay, c'était avec Phil Jackson. Barclay n'a pas joué aux Knicks. Non, c'est pas Barclay. Il a joué aux Suns. T'as Ewing. Pat Ewing, le grand avec la grosse moustache. Mais il y a un truc avec New York. Il y a deux trucs qui me font penser à Paris. C'est tous les anciens joueurs de New York. À chaque fois qu'ils vont au Madison, ils font le match de leur vie. À New York, ils étaient nuls, moyens ou nuls. Mais dès qu'ils arrivent au Madison, ils font le match de leur vie. À Paris, tu as souvent eu ça. Tu as souvent eu des gars pour qui ça n'a pas fonctionné à Paris. Et quand ils reviennent, ils marquent. Oui, ou pas, où ça fonctionnait à Paris, mais quoi qu'il arrive, quand ils revenaient contre le Paris, passe décisif. C'est marrant, ça, c'est vrai, mais j'ai l'impression que c'est un peu retombé. Oui, c'est fini ça. Non, mais moi je suis pas trop d'accord avec cet exemple parce que pour moi, les Knicks, déjà, une grande différence, c'est qu'ils ont déjà touché au Graal. Bah, nous aussi. Lequel ? Coupe de la Ligue. Ah, d'accord. Combien ? Rappelle-moi le chiffre, s'il te plaît. 8, je crois, non ? Coupe de France ? De 10, 11. 11. On a rattrapé. Moi, je pense que les supporters sérieux, ils privilégient le championnat à la Ligue des Champions. Et on en a quand même remporté quelques-uns aussi. Oui, mais le souci, c'est que maintenant, pourquoi Paris commence à devenir un club beaucoup aimé, c'est que tous ces gens-là espèrent qu'ils gagnent la Ligue des Champions, quoi. Et que bon, c'est pas seulement aimé en France, c'est que Paris est très aimé aussi à l'étranger. Il ne faut pas oublier que Paris, il y a un mot magique, c'est Paris, quoi. Déjà, on voit dans le nouveau logo du PSG, son machin, Saint-Germain, il est vraiment tout petit maintenant. C'est Paris qui est mis en avant. Et de plus en plus, je pense que c'est ce que retiennent tous les gens du monde entier. C'est-à-dire, c'est le club à Paris. Mais moi-même, ce que tu dis là, moi, ça me fait penser aux Knicks. Les Knicks, c'est New York. Enfin, il y a même le NY. Moi, quand j'étais gamin, le NY, les casquettes bleu marine avec le NY en blanc, c'est une équipe de baseball. J'étais persuadé que c'était les Knicks. Parce que c'était New York. Les Yankees. Non, mais après, tu sais, par rapport à l'histoire de ce que tu disais sur le championnat, je suis d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire que justement, la particularité de Paris, c'est que c'est une équipe qui a été créée avec des paillettes, un peu avec de la flamme. Et les stars, c'est des mecs qui nous ont fait vibrer parce qu'aussi en Coupe d'Europe. En fait, j'ai l'impression que Paris, c'est presque trop grand pour la France. C'est-à-dire que ça ne peut pas se permettre d'être que champion de France. C'est un truc qu'avait dit Leonardo. Il s'était fait tailler pour avoir dit ça. On a une équipe taillée pour l'Europe. Ouais, mais ce que je veux dire, lui, il pensait. Oui, c'était vrai, mais il ne faut jamais dire ça après une défaite à l'air d'un con. Il faut garder ces phrases-là, même si elles sont vraies, pour après, à un moment donné, où tu es bien. Après un titre. Pas quand tu as perdu contre Reims. Tu as perdu contre Reims, ça fait un peu clavier qui dit c'est toujours dur de jouer contre un mec qui est plus mauvais au ping-pong. Bon, ça fait toujours bizarre. C'est quand même plus dur de jouer contre un mec qui est plus fort. Et donc voilà, donc moi je trouve que justement Paris, par rapport à l'histoire de ce club, qui est très paillette, et à l'histoire de la ville, en fait, justement, tu te dois d'être une équipe qui. UEFA, ce que tu veux, tu flambes en Europe. Et justement, c'est l'histoire. PSG Real, ça fait plus bander les gens que le PSG Toulouse de 94 avec le titre au bout. Mais bizarrement, je pense qu'on a plus de matchs références en Europe avec l'ancien Paris qu'avec le Paris actuel, à part le match de Chelsea. C'est évident. Ouais, le match aller contre Barcelone, quand même. Match aller de Barça, ouais. Mais c'est annulé, malheureusement, c'est annulé. Ouais, moi je suis d'accord. C'est annulé. C'est en fait cette émotion-là. Tu peux plus la revivre avec. Tu peux pas. En fait, tu ne peux pas revoir ce match en prendre du plaisir, puisque ça te renvoie à l'autre. En fait, c'est comme s'il avait vu une mi-temps géniale et c'est comme si le Montpellier il se dit putain, je vais revoir la première mi-temps de Montpellier-Marseille. Bah non.
Je suis à moitié d'accord aussi sur la problématique Ligue 1 parce que au final à Paris, quand tu te sens parisien, que tu as grandi ici, etc., tu aimes tout ce qui brille, tu aimes les plus belles choses, les meilleures choses et on t'a habitué à goûter à ça. La Ligue 1, c'est plaisant, c'est agréable, c'est un long combat, etc. Mais cette putain de coupe aux grandes oreilles, il n'y a que ça qui nous calmera en fait. Ouais, enfin, en tout cas, il ne suffit pas de la mettre en tifo géante avant les matchs pour la gagner. Ça, on est bien d'accord. Il y avait une très bonne vanne des Marseillais, c'était qu'on n'avait pas la coupe aux grandes oreilles, mais on avait Guedes. Ils avaient mis la tête de Guedes, qui était l'équivalent. Mais John, t'as raison, mais moi je viens de province. Moi je fais partie de ces supporters ultimes de Paris, mais et de on province. t'accepte quand même, comme tu vois, on a une vraie ouverture. D'où la phrase que j'avais mise dans mon livre de Sacha Guitry, être parisien, ce n'est pas être né à Paris, mais y renaître. Et il y a quand même pas mal de banlieusards et de provinciaux dans les tribunes de Paris. Et c'est aussi être né, ça ne dérange pas. Oui, bien sûr. Vite fait. C'est vrai. Le mec qui replace le truc discrètement. À propos de ces stars, des joueurs qui sont pas nés à Paris pour le coup, mais toutes ces stars qui viennent, il y a une sorte de point commun aussi, c'est qu'on a vu passer. C'est peut-être le club en France où il y a eu le plus de paillettes, on le disait, de stars internationales. Utilise un autre mot, s'il te plaît. De paillettes, ça va mais pas. paillettes. On peut plus dire paillettes. Non, tu peux pas. C'est fini. Depuis 2 ans, on peut plus. Il n'a pas compris. Dimitri Oui. Non, pas Manu. La grosse, pardon. Excuse-nous. De Strass, Sabri, ces joueurs. Et il y a un truc aussi, c'est les joueurs qui sont venus et qui ont déçu. Et qui se sont effondrés. T'en as pas mal. La vie parisienne. Il y a un truc, une alchimie. En préparant, on m'avait dit, c'est comme ça, c'est écrit, quoi. C'est l'ADN du club, une malédiction. Les joueurs, ils arrivent, c'est des génies. Et les Knicks, c'est constitutif. Hein, c'est vrai, on devrait faire un la grosse ville. Non, mais t'as des boîtes de nuit à Barcelone, à Madrid. Ah oui, il y en a partout. Non, en fait, les gars, quand je dis la grosse ville, c'est un ensemble de choses. Pourquoi, quand un joueur vient à Paris, je dis n'importe quoi, il va, je sais pas, à Montpellier, il prend 50. Il veut venir à Paris, il prend 150. Il demande 150. Si tu peux prendre 150 au lieu de 50, tu les prends pas. Mais moi, je les prends. Est-ce que ça joue pas aussi? Non. Moi, je pense que c'est une sorte de... C'est ce que nous expliquait Sami Traoré quand on l'a rencontré pour Virage. Il y a une vraie pression qui s'installe, qui n'est pas forcément liée qu'aux tribunes. Et t'en as qui survivent à ça, et t'en as qui craquent. Mais d'un autre côté, regarde ce que disait Julien. On n'est pas forcément dans une ville... Moi, je trouve pas que Paris soit une ville de foot. Ouais, mais alors attention, parce que tu prends les 50 Montpelliérains, les 50K ou ce que tu veux... À Paris, tu as aussi tout le marketing, tu as la com, tu as le fait de faire des pubs, etc. C'est pas à Montpellier que tu vas faire de la pub. Et tu as les médias. Tu as les médias, tu as le journal. Jean, t'es pas le même. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que Paris, on parle de la France, de la Ligue 1, mais il faut pas oublier que pour les gens, la plupart des gens en dehors de la France, Paris, c'est énormissime. Bonsoir RFI. Il fait quel temps à Ouagadougou, genre? Écoutez, j'ai pas encore regardé. Un taux d'humidité assez élevé. Ouais, mais c'est pas encore l'heure de la météo encore. Toi, t'es international à mort. Hein. À mort. Paris fait rêver, c'est ça que tu veux dire? Oui, Paris fait rêver, qui veut dire que moi, je me rappelle quand Diego Maradona jouait encore au football, quand il est parti de Naples, on lui avait demandé où est-ce qu'il aimerait, une interview en Argentine, où est-ce qu'il aimerait jouer. Il avait simplement dit, s'il y avait une équipe à Paris, je jouerais à Paris. Oh la claque. Waouh, bam. Il a failli venir, dis donc. Je comprends pas s'il y avait une équipe à Paris, il a arrêté de jouer en quelle année, notre ami Diego? Non, mais il partait de Naples, la Serie A, des choses comme ça. Quoi. Voilà. Il y avait une équipe en 91. Qui veut dire que tous les joueurs connaissent Paris. Ils connaissent tout ce qu'on peut faire à Paris, et surtout leurs femmes connaissent Paris, leurs petites amies connaissent Paris, tout le monde connaît Paris. Et maintenant qu'il y a un club à Paris, quand j'entends non, personne ne veut venir à Paris, je ne suis pas d'accord. Si, parce que déjà, les mecs ont une femme. Ils veulent venir, évidemment. C'est souvent notre meilleur allié quand les mecs disent ils nous font chier avec leur gonzesse. Je dis non, mec, s'ils n'avaient pas leur meuf, on en aurait moins. Voilà. Sauve les meufs. Ils viennent à Paris. Et Paris, pour moi, c'est comme disait Julien tout à l'heure, c'est un club jeune. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est un club là qui s'est mis en route pour gagner la Ligue des Champions, ce qu'il ne faut pas oublier. On a reparlé de Leonardo tout à l'heure quand il a dit oui, il ne faut pas dire ça après une défaite, mais il n'y a qu'en France qu'on entend ça. Je suis désolé, quand n'importe quel grand club. Oui, mais on est en perd... France. mais la France, il y a des spécificités françaises. Non, mais oui, mais je te jure que je te mets au défi de trouver Florentino Pérez après une défaite contre Mercy, venir faire un raisonnement. Il ne va jamais faire ça. C'est vrai. Jamais de la vie. Justement, je trouve que d'habitude, nous, à la différence de certains clubs du Rhône, que je ne citerai pas, on n'a pas tendance à chouiner quand on perd, quand on fait une performance contre un petit club, justement parce que voilà, senior, on dit bravo, ils ont en fait, c'est ce que Leonardo a dit de plus français, ce truc-là. Arrête, quand il a bousculé l'arbitre, c'était pas mal aussi. Non, mais c'était dans l'ambiance Ligue 1, alors que lui détonnait. Et là, quand il dit ça, il est dans la chouine, l'ambiance Ligue 1. Non, mais Leonardo est très français, de toute façon.
très très français. Moi, c'est vrai que moi, je trouve qu'il manque un peu. Mais bien sûr. Moi, ce que j'ai aimé chez Leonardo, c'est que je me rappelle avoir vu dire à Zlatan, tu retournes sur le terrain parce qu'il n'avait pas salué les mecs. Il n'y avait que lui qui pouvait lui dire ça. Tu vois, ça c'est la grosse erreur, c'est l'erreur majeure des Qataris, je pense. Le début. Ancelotti, moi aussi, je regarde. Non, mais le début de l'ère Qatari, Ancelotti, Leonardo, il y avait même Makelele qui était encore là pour faire que ça fait beaucoup le de mal, lien ça, avec départ. les joueurs. Ce trio-là, c'était quand même parti sur des rails extraordinaires. Moi, personnellement, c'est plus Leonardo qui me manque qu'Ancelotti. Ouais. Moi, Ancelotti, je vais te dire un truc, je pense qu'Ancelotti, il a une vraie force, c'est quand il a un groupe avec que des tueurs, il va les mettre dans les meilleures dispositions. Comme Zidane. Sauf que Zidane, moi, pour l'instant, je lui vois des choses différentes que je vois pas chez Ancelotti. Tu vois, par exemple, Ancelotti, c'est un mec, il ira jamais contre les vedettes. C'est-à-dire que si la vedette, elle est pas bien, il mettra pas un mec meilleur au même poste, il mettra la vedette. Moi, j'oublie pas que Barcelone. On enregistre cette émission en 84. C'est vrai qu'il y a un téléphone de l'époque. C'est peut-être pour nous faire comprendre qu'on est des vieux cons. Mais à un moment donné, Ancelotti, il aurait dû mettre Marco Verratti sur un match. Il a mis Beckham contre Barcelone parce qu'il a mis le truc qui brille. Parce qu'il a toujours été comme ça, Ancelotti. Donc, alors, tu verrais qui alors vu qu'on en est là, franchement, en tant que grand entraîneur, si Leonardo revenait, par exemple. Moi, je pense que un mec qui peut les driver, parce qu'après, je pense que tactiquement, ces mecs-là, ils sont très forts. Moi, je pense qu'il faut un mec dont ils se disent tous, ok, toi, d'accord. C'est-à-dire un mec qui a fait quelque chose de Ligue des Champions. Malheureusement pour Emery, non, mais t'as Guardiola, mais je te dis n'importe quoi. Même aujourd'hui, Zidane, il vient, les mecs, ils le respectent. Le Cochonero, Simeone, lui, pareil, respecté. Même Allegri, c'est des mecs qui au moins. Conte, il a un peu moins prouvé en Ligue des Champions, mais voilà, ce sont des mecs qui se sont fait respecter, qui ont aussi montré à des stars qu'ils étaient les patrons. Allegri, il a mis Barzali en tribune, il a envoyé Bonucci au Milan AC, il en a rien à foutre. Donc ces mecs-là, Mourinho, Mourinho, j'ai l'impression qu'il est un peu sur le déclin. Ouais, mais tu vois ce genre de mec. Après, en tant que qualité d'entraîneur, c'est pas un mauvais entraîneur, Emery, mais c'est pas le même bon métier. Au moment où on enregistre, là, la rumeur est insistante sur Thomas Tuchel. On n'est pas encore 100% sûr. Comment tu le dis ? C'est comme ça que ça se prononce ? Tuchel, Thomas Tuchel, je pense. Ouais. Et on dit commandant Tour. Commandant Tuchel. Commandant Tourelle. Ça colle pas, enfin ça coche pas vraiment les cases qu'on décrit là, quoi. Alors après, le seul truc que je vois de différent par rapport à Emery, parce que pour moi qu'il n'ait pas gagné la coupe de la Ligue, l'Europa League, il n'a pas gagné non plus, qui est la coupe de la Ligue de l'Europe. Non mais l'Europa League, voilà, c'est un lapsus. Mais pour les joueurs qui sont en Ligue des Champions, c'est pareil. Avoir gagné l'Europa League ou rien, c'est pareil, ils s'en foutent. Ils savent très bien qu'eux, s'ils la jouent entre guillemets, ils la gagnent. Tu vois, regarde l'Atlético Madrid, hop, ils vont tout droit. Voilà. Le PSG, Manchester en dernier. En fait, c'est la Ligue 2, donc si tu veux, à un moment donné, tu peux avoir 5 titres de Ligue 2, tu arrives en Ligue 1, c'est bien, tu as 5 titres de Ligue 2. Donc si tu veux, mais Tourelle, le seul truc qu'il a en plus, et ça va paraître con, c'est que culturellement, lui, il est allemand. Yes. Et le fait d'être allemand, il ne fait aucun complexe. C'est-à-dire qu'un Espagnol qui vit en France, faut pas croire, à part si c'est Guardiola, il arrive avec un... C'est con, mais les Espagnols, ils ont un complexe déjà au départ, au niveau du pays, par rapport à la France. La France, c'est très impressionnant pour les Espagnols, les Portugais, tout ça. Donc, ce que n'ont pas les Italiens, les Allemands, par exemple. Mais c'est vrai, ça c'est historique. Et en plus, il vient pas d'un grand club et tout. L'Allemand, historiquement, par rapport à ça, au fait qu'il a un autre complexe en fait. Il a plutôt de supériorité. Il a un complexe de supériorité. Oui, mais c'est vrai, mais je te jure, c'est culturel dans le foot. C'est-à-dire que les Allemands, ils ont mis des branlés au Brésil. Ils sont champions du monde, je sais pas combien de fois. Ils gagnent toutes les séances de tir au but. Et ils se sentent assez vite bien chez eux. Oui, non, mais assez rapidement. L'Allemand s'intègre très très vite. Oui, ça y est, il va nous parler de l'espace vital. Non, mais moi je vais pas jusque là. Moi je te dis juste que culturellement, au niveau football, l'Allemand, il ne fait pas de complexe d'infériorité quand il vient en France. Il y avait la phrase célèbre que je ne veux pas ressortir parce que tout le monde la connaît, mais c'est vrai que les Allemands, historiquement, ils sont. Tu veux, si parler de Lineker par exemple, tu l'as pas pris dans le bon sens. Non, mais c'est la phrase. Lineker. Le foot, ça se joue à 11 contre 11, c'est les Allemands. C'est vrai. Je ne sais pas si nous sommes tous quarantenaires ou plus autour de cette table, peut-être pas tous. Non. Moi aussi. Mais les Allemands, on a grandi avec des Allemands quasiment invincibles. Les Allemands prennent leurs responsabilités sur un terrain de foot. Un très jeune joueur allemand n'hésite pas à tirer de 30 mètres au but. Oui, mais Draxler n'est pas allemand. Il est allemand. Non, mais tu vois, par exemple, Thomas Tuchel, il va pas avoir de complexe par rapport aux Brésiliens. Parce que lui, il se rappelle avoir vu un 7-1, si tu veux. Commandant Tuchel. Donc, si tu veux, voilà, c'est-à-dire que c'est le seul truc. Et le côté un peu, justement, et puis il a une autre personnalité que Emery. C'est-à-dire qu'Emery, il en a une, dès qu'il est arrivé. Non, je sais pas s'il en a pas une, Emery. Mais il est arrivé à Paris. Il était tellement content d'être là. Il s'excusait d'être là. Et ça, c'est la pire des choses à Paris. Il faut un mec, c'est pas une question de ce qu'il a gagné, c'est une question de le mec qui arrive, il a des exigences
Et il dit, moi je viens, j'ai une mission, mais je suis pas là, oh là là, j'ai gagné au loto. Tu vois, et ben moi, pour moi, Emery, il est arrivé, il avait gagné au loto. Comme je pense malheureusement au Pochettino, avec tout l'amour que j'ai pour lui, s'il arrive à Paris, il a gagné au loto. Tourelle, t'as l'impression, il a dit non au Bayern. Oui. C'est un mec qui a une tête de con. Et moi je pense que, alors c'est à double tranchant, ça peut aussi merder. Ouais, ça peut mais merder, il a une tête de con, ça veut dire que lui, il vient pas en disant, il va dire, moi je veux bien venir, mais il faudra me laisser des pouvoirs. C'est le seul truc que je vois de positif. Ça veut dire que Thomas Meunier, c'est le. On va dire qu'Emery, c'est le Thomas Meunier des entraîneurs qui est venu au PSG. Quoi. Pourquoi qu'est-ce que t'as contre Thomas Meunier? Thomas Meunier qui veut partir. Thomas Meunier, quand il est arrivé, il était un petit peu aussi comme s'il avait gagné au loto. Quoi. Donc, oui, mais un joueur, c'est moins grave. Il avait gagné au loto. Un joueur, c'est moins grave. C'est pas le patron. Là, c'est le patron. Il avait gagné sa place. Voilà. C'est-à-dire qu'un mec qui vient, il est content, on le fait jouer, on le fait pas jouer, c'est un plion. Le patron, tu peux pas avoir un patron qui. Ou en tout cas faire semblant d'être le patron, même si dans sa tête, il est content d'être là et qu'il hallucine un peu. Mais c'est vrai qu'Emery. Ouais. Je sais pas, l'un de vous était au Camp Nou l'an dernier? Non, j'y suis. Non, bon, voilà. Quand tu étais au Camp Nou, ce que tu voyais pas à la télé parce que les images étaient sur le protocole et tout, moi je peux te dire qu'il était liquide en entrant. Ouais. Il était liquide. Ouais, c'est le mec, il avait gagné 4-0 à l'aller. Pas de confiance. Peut-être que Tourelle, aucun calme. Jonathan. Non, la seule question sur Tourelle, et je pense qu'on l'a tous autour de la table aussi, c'est gestion des stars. Est-ce que ce mec qui n'a jamais entraîné des grands joueurs. Moi, la question que je me pose, c'est qu'au-dessus de lui, en fait, c'est quelle autorité on lui confère, en fait, parce que même un mec comme Emery, s'il y avait eu une présidence, enfin une institution forte, pour employer les termes un peu à la mode, qu'il assoit vraiment sur le trône, il aurait peut-être mieux fait, mais il n'a pas vraiment été soutenu. Hein. Mais ça, c'est la vraie question, c'est savoir les pouvoirs qu'on lui donne en arrivant. Moi, il y a plusieurs trucs sur l'arrivée de Tourelle. Un truc très con, mais il vient après Emery. J'espère que c'est lui. Parce que... ça paraît débile, mais on refait le monde. Peut-être que ce sera un autre, mais a priori, ce sera lui. Il vient déjà après Emery. Quand on regarde l'histoire de ce mec, on voit qu'à chaque fois, il a claqué la porte parce qu'il y avait quelque chose qui ne lui convenait pas. Moi, il y a quelque chose dans son portrait qui m'a choqué. C'est parti en live à Dortmund parce qu'il s'est embrouillé avec le président, parce qu'après l'histoire de l'attentat, il a dit au président, moi, je protège mes joueurs, il ne faut pas qu'ils jouent. Le président lui a imposé de jouer et là il a dit fuck. Moi je trouve que c'est une bonne chose. Ouais, mais moins cher. Bien C'était sûr, incroyable qu'il joue le lendemain. Mais je suis d'accord, mais je veux dire, il vient après Emery. Ça a l'air d'être un énorme travailleur. Le mec s'est bien reposé. Forcément, il a regardé pourquoi Emery ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et moi, le sentiment que j'ai avec ce mec-là, c'est ça passe ou ça casse. Mais quoi qu'il arrive, ce sera un circuit court. Je vois pas Tourelle s'engluer dans une situation à la Emery pendant un an et demi. Par exemple, moi, je ressens pas ça. Là où je te rejoins, c'est que par exemple, pour moi, là où Emery, il a perdu le combat, c'est qu'après la remontada, je me dis, ce mec, et comment il fait? En fait, soit tu fais un choc collectif, tu dis, ok, on s'est pris une branlée, je suis pas content de moi, mais il y a des mecs qui vont dégager. Le mec, il reste, il garde tout le monde, il baisse les yeux. Parce qu'il se sent lui-même le premier responsable. Voilà, en fait. Et sauf qu'en fait, c'est mort. C'est-à-dire que soit tu te casses, soit tu dis, ok, on a merdé, mais il va y avoir tant pis, il y a des mecs, des stars qui vont dégager. Mais le statu quo comme ça pouvait pas marcher. Il était mort. Pour moi, le lendemain de la remontada, je considérais qu'il pouvait plus revenir. D'accord. Le truc, c'est que je pense que Tourelle prendra toujours ses responsabilités. Tourelle, il prendra toujours ses responsabilités. Se suicider avec son chien et sa femme. C'est clair. C'est clair. Dans son bunker. Il n'y a pas eu une seule fois de jump de balancer. Je suis très déçu. Parlons avec tout ce qu'on dit. Au secours, pas de jump. Avec toutes vos conneries, vous avez réussi à me faire virer de Europe 1 et Canal. Ça va ressortir en grand. Casar, les Allemands. Mais non. Le sujet qu'on évoque là, il est intéressant, mais il rejoint peut-être celui qu'on évoquait juste avant, à savoir Emery. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo sur YouTube où on le voit en train de parler en espagnol dans sa langue natale. Et c'est pas du tout la même chose. C'est pas le même homme. C'est-à-dire que là, je le voyais, il hurlait en conférence de presse sur le terrain. C'était un bonhomme. Il arrive à Paris. Il y avait ce super projet initial de faire voter les fans sur le 11, etc. Il y avait une émulation qui était incroyablement captivante. Et il est parti en vrille. Comme beaucoup de joueurs sont partis en vrille. Mais il est mort à Barcelone. Il est mort à Barcelone. Moi, j'ai un pote, Grégory, il a une théorie. Quand il y avait 4-0, il pense qu'Emery fait exprès de mal parler français de plus en plus. Plus le temps passe, plus il parle mal français. Parce que moi, je me souviens, quand il est arrivé, je me suis dit, putain, le mec, il a bossé. Il avait fait des progrès rapidement. Et plus ça va, plus il parle mal. Il fait comme la grand-mère de ma femme. Elle entend quand elle veut. Elle est normande. Je pense qu'il est plus motivé. Il me fait penser à mon fils. Mon fils, quand il fait une connerie, il fait comme s'il parlait pas. En tout cas, la vraie question, c'est peu importe l'entraîneur, on en revient à entraîneur-manager, c'est savoir quel pouvoir le PSG va laisser à l'entraîneur, peu importe qui il est, quoi. Alors,
il y a un truc, justement, là aussi on raccroche avec l'histoire. Cette histoire de club pas bien organisé, c'est un peu branlant. Je disais tout à l'heure, l'attelage Ancelotti et Leonardo, Makelele, ça me paraissait vachement tenir la route. Mais en fait, dans l'histoire, cette histoire d'un club, par exemple, les fuites dans les vestiaires, ça a toujours été le cas en fait. L'histoire du club, même dans les grandes heures, ça. Mais est-ce que c'est spécifique au PSG, ça ? Est-ce qu'il n'y a pas des clubs pareils qui avancent un peu en boitant et qui arrivent de temps en temps à péter un score Non, mais nous, pas les grands clubs. Nous, en fait, il n'y a pas de conséquences. Mais nous, on n'est pas un grand club. Non, ça c'est sûr. Mais quand il y a une. En France, ça arrive partout. Quand il y a une fuite, nous, ce qu'on a l'impression, c'est que quand il y a une connerie, ça peut arriver ailleurs. Mais nous, il y a zéro conséquence. Un mec le nombre de mecs qui balancent des conneries sur les réseaux sociaux, des interviews, des machins, il y a zéro conséquence. De toute façon, tu sais, il y a eu deux morts de ce projet, deux petites morts. Il y a le Camp Nou, ça on le sait, qui est la mort d'Emery pour moi, mais il y a aussi la mort de la crédibilité du club avec l'affaire Aurier. Ah oui, ça c'est. L'affaire Aurier, ça a été fatal pour moi. Ouais, Aurier, le mec, tu fais un exemple, tu dis, écoute mon pote, dégage, terminé, fini. Non. Terminé, voilà, t'as dit ça à ton entraîneur. Et le mec, comment veux-tu gagner contre Manchester City derrière ? T'as tué ton coach. Et moi j'étais choqué que Nasser aille devoir jouer en réserve. Moi c'est un truc, ça ne passe toujours pas. Pour moi, Manchester City, je bloque là-dessus. On venait de tuer notre groupe en fait en faisant ça. C'est le problème du pouvoir aux joueurs en fait. Paris, c'est ça le gros problème, c'est les joueurs qui ont le pouvoir. Ouais, ils vont se plaindre au président direct. Ouais. Et puis je pense aussi que, tu sais, malgré toute l'affection qu'on a pour certains joueurs, il y a aussi des générations qu'il faut savoir clore. Tu vois, ça veut pas dire qu'on les aime pas, qu'on n'a pas aimé ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que, par exemple, la Coupe d'Europe, on l'a pas gagnée avec Ginola, on l'a pas gagnée avec Ouya, et on l'a même pas gagnée avec Valdo. Tu vois, donc ils ont permis. Tu sais, il y a plusieurs fusées, plusieurs étages de la fusée. Voilà, tu penses à qui ? À Verratti, à des joueurs comme ça ? En fait, c'est terrible parce que faut arrêter avec lui, en même temps, je le trouve touchant et en même temps, il m'énerve. Et ce que je veux dire, c'est que Verratti, t'as vu quand il était pas là vendredi, on voit que quand il est pas là. Non, mais tu veux que je dise un truc ? Tu me dis, il est pas là contre une grosse équipe, ça nous manque. Le jour où il nous manque contre Saint-Etienne, c'est qu'on a un autre problème que Marco Verratti. Son histoire, elle n'a jamais commencé. Comme quand on dit, il n'y avait pas Thiago Silva. Non, j'espère qu'on peut battre Saint-Etienne avec Kimpembe et Marquinhos. Bon. Moi, pour moi, c'est plus large que ça. C'est un après Monaco. Bon. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il y a des mecs, voilà. Thiago Silva, il a été parfait. Mais pour moi, Thiago Silva, il a fait. Cette histoire est terminée. Et ça ne veut pas dire dégage, t'es qu'une merde. Ça veut dire merci. Ils sont nombreux sur la liste, là, quand même. Ouais, il y a Mota. C'est l'équipe qui avait bâti, justement, Leonardo Ancelotti au début. C'était Mota, c'était Verratti, c'était Pastore. Sirigu est déjà parti. Excusez-moi, ça aussi c'est la marque d'un grand club, savoir gérer ses joueurs en fin de carrière. Même Xabi Alonso est parti du Real Madrid. Et notre ami Iniesta va partir en Chine, non ? Et Buffon va arrêter. Ouais. C'est vraiment, il était au bout du bout du bout. Mais tu vois, par exemple, des fois, il faut savoir dire. Alonso, il est quand même parti au Bayern 2-3 ans, donc il avait encore de la caisse. Ouais. Mais les mecs, il n'y a pas de souci. Salut. Ouais. Voilà. Dani Alves au Barça. Voilà, merci, mais au revoir. C'est-à-dire que, tu sais, quand on nous dit, ouais, l'argent fait pas tout, mais mec, parce que si tu prends les meilleurs à chaque poste, au bout d'un moment, tu as les meilleurs à chaque poste. Le Real Madrid, ils ont les meilleurs à chaque poste. Donc, à un moment donné, tu vois, nous, on a les meilleurs à quelques postes qui font de l'esbrouf, mais on n'a pas les meilleurs en tant que coach. On n'a même pas un mec qui est dans le top 5 en tant que coach. Non. Donc, moi, si tu me dis, vous, votre PSG, vous avez un mec qui a gagné la Ligue des Champions, vous avez les meilleurs à tous les postes et vous ne gagnez pas. J'ai dit d'accord, mais ce n'est pas le cas. C'est loin d'être le cas. C'est loin d'être le cas. De terrain. Voilà, c'est qu'au milieu de terrain, on a un mec du centre de formation, un mec qu'on a acheté qui avait 19 ans, qui était à Palerme, ou je peux pas Palerme, je sais pas où il était. Voilà. Qui gardien aussi. Marco Verratti. Il était à Pescara. Pescara, voilà. Donc voilà, au final. Et en plus Verratti, il est l'heure de se demander si on s'est pas tous un peu enflammés dessus, quoi. Mais c'est fini. L'histoire de Verratti, elle n'a jamais commencé. Moi, je me demande s'il progressera pas ailleurs que chez. Mais évidemment. Mais ça va faire mal de voir lui ou Pastore péter un truc en partant. Non, Pastore, je serais pas dégoûté parce qu'au bout d'un moment. Ah ouais, ça te gonfle aussi, mais moi quand même. Moi, le énième, tu vois, je vais pas faire comme les mecs qui disent oh merde, on a raté Ibisevic. Non, au bout d'un moment, au bout de 8 ans, Ibisevic est devenu deuxième meilleur buteur d'Allemagne. Ah ouais. C'est qui Ibisevic ? Voilà, qui était parti à Dijon avant d'aller en Allemagne. Ah, voilà. Moi, je tombe pas dans ce truc-là. C'était un Americano, Hugo, je sais plus quoi. J'ai envie de vous faire terminer sur cette tentative de définition du Paris Saint-Germain en parlant de jeu un peu. Est-ce qu'il y a un jeu, une identité de jeu qui traverserait l'histoire, qui serait un peu l'identité du PSG ? Le bordel. Moi, j'ai pas l'impression là, mais moi, il y a un truc. Hier ou avant-hier, j'ai joué au golf avec un pote.
Wow. Et à un moment donné... Pas mal, tu l'as placé. Non, c'est pas ça. Laisse-moi finir. Alors, il va voir les Knicks. Non, laisse-moi au golf. J'étais au Rotary Club avec des amis. Laisse-moi finir. Je dis, je peux faire le tour du monde en 80 jours. Non, mais ce type, c'est Jordan. Non, mais jump. C'est Jordan. C'est insupportable. Jump. C'est Jordan, c'est Jordan. Merci. Fermez-là. Philippe va l'aimer cette chanson. T'as pas rendez-vous à l'Élysée, non mais attention, je le remets, faites gaffe. À un moment donné, je mets un putain de coup de fer 3 et là, je gueule. Et là, la balle arrive sur le green et je dis, j'ai mis une patate de pain cran. Ouais. Et j'étais avec deux mecs. Qui disent t'es un supporter du PSG machin et tout. François Hollande et pour moi c'est ça quoi. Moi je me rappelle que à cette époque-là. Mais c'est pas une tactique de jeu la patate de pain. Non, mais laisse-moi finir. C'est pas une tactique de jeu, mais à cette époque-là, il y avait un esprit. Il y avait un milieu, putain, mais ça faisait bander. Je vais au parc aujourd'hui, je regarde. Bah ouais. Non mais moi je pense que ce PSG à cette époque-là faisait plus peur aux grandes Europe que le PSG d'aujourd'hui. Bah c'est ça. Mais aujourd'hui, on parle de Verratti. Faut pas exagérer non plus. De Verratti, mais t'as fait quoi Verratti, les gens parlent de Verratti, il a fait quoi? Non, mais enfin, on a fait des gros matchs, mais je sais pas si on faisait peur parce qu'on n'a pas eu le temps de faire peur. On a eu le temps de battre le Real et d'ailleurs de perdre contre Arsenal assez sobrement. Donc, je sais pas si on faisait peur. En tout cas, cette année, depuis 2-3 ans, on fait pas peur, contrairement à ce que. Non, on faisait peur aux Espagnols sur 3-4 ans. Ouais. Mais ils étaient dans une période où ils étaient un peu moins bien aussi. Parce que le Real combat, surtout la deuxième fois, c'est vraiment un Real qui est à la cave. Donc voilà, donc c'est spécial. Et par contre, le Barça qui nous bat avec la remontada, le Real qui nous bat là cette année, c'est quand même pas les grands Barça et les grands Real. Et c'était pas le grand Manchester City. Oui, mais fait à la Juve. En fait, oui. Ce que je veux dire, non, mais c'était beaucoup plus prenable qu'il y a quelques années. Ceux qui étaient le plus prenables, parce que là, on parle d'équipes qui avaient un creux. Oui, mais ils avaient un creux, mais c'est des mecs. C'est le même groupe qui avait gagné la Champions League. Donc à un moment donné, sur un coup de, ça commence à nous faire chier. Parce que ce qui fait qu'ils sont dans le creux, c'est qu'ils ont tout gagné. Ils ont un coup de moins bien. Ils ont de la lassitude. Ils ont pris une branlée à l'aller. C'est ce qui peut arriver de pire. Parce que les mecs, tout d'un coup, l'ADN de ce qu'ils sont. Pour moi, le Barça, qui était vraiment un fin de cycle, qui était mort. Oui, celui où Pastore rate. C'est celui où on perd. Parce que derrière, ils prennent 3-0 et 4-0 contre le Bayern. Ils sont cuits. Messi est blessé. Et c'est Pedro, leur deuxième meilleur joueur. Le Barça de la remontada, il prend 3 fois. Si je me souviens bien, 2 fois 3-0 contre la Juve. Et il n'en met pas un non plus. Hein. Qui ? Le Barça de la remontada. Non, il fait 3-0 et 0-0. Ouais, enfin, il met 0 but. Oui, mais ce que je veux te dire, c'est que oui, ils sont. Mais pour le coup, je les ai trouvés moins nuls. Ouais. Parce qu'ils avaient quand même une grosse équipe, tu vois. C'est surtout nous qui avons été très nuls. Ouais, nous on a été très mauvais. Non, mais par rapport à ce qu'on disait, si tu disais sur le style du PSG. Ouais. Moi, il y a un truc, tu vois, souvent je compare par rapport à Marseille. Eux, ils ont toujours eu des grands 9 et nous on a toujours eu des grands 10. Si tu regardes le PSG, c'est souvent des 10. C'est Valdo, Rai, Leonardo, je mets Djorkaeff dedans, Suzic, Daleb. Ronaldinho en fait et eux Okocha, les gars, on a une culture du 10 plus que du 9 finalement, alors que c'était les Papins, ça a été Bokchik, il y a eu Sonny Anderson, il a récemment Gignac, même si c'est Ravanelli. Ouais, et en fait c'est les 9 et en fait pour moi le PSG c'est une équipe qui a toujours été un peu dans le et qui va justement avec ce côté un peu flambeur bourgeois, c'est-à-dire que quelque part c'est terrible alors que je l'adore. Un mec comme Cavani, il est beaucoup plus fait pour l'OM que pour Paris. Ouais, il ira jamais. Il ira jamais, évidemment. Mais ce que je veux te dire, c'est que quelque part, c'est presque un ovni au PSG, ce mec. Il a réussi à s'imposer, alors que, d'ailleurs, on voit que parfois, il dénote, parce que justement, toute l'équipe, elle est de plus en plus, entre guillemets, Brésil ou Argentine. Et lui, il dénote parce que lui, il est uruguayen et il a un côté vachement Marseille dans son style. C'est dommage parce que le PSG est parti quand même avec des grands neufs. Hein. Carlos Bianchi, quand même. Non, mais il y a 2 saisons. Pas qu'il n'y en a pas eu. Les qui te reviennent, c'est les 10. C'est intéressant ce parallèle, je trouve, entre les 9 et les 10. Jonathan. Moi, en fait, je voudrais juste sortir du terrain parce que je pense qu'on n'arrivera jamais vraiment à définir le PSG par rapport à un jeu. J'en serais incapable, moi. Y a pas, c'est pas comme les Barcelonais. On n'a jamais été une équipe de jeu vraiment directe avec un mec devant qui bourrine et qu'on adule. On n'a jamais eu ça. Mais je vais faire juste un petit crochet, moi, c'est sur les tribunes du coup, parce que je considère que ça fait aussi partie pour le coup, de la façon dont on pourrait décrire le PSG. Et nous, les supporters, l'humour qu'on peut avoir et l'analyse avec... On n'a pas encore parlé du parc, c'est vrai. On n'a pas parlé du parc, on n'a pas parlé des tifos, on n'a pas parlé de tout ce qui fait que finalement on aime le PSG. Pour moi, c'est le Parc des Princes. Bien sûr. C'est cet endroit où tu sais que tu peux balancer de la vanne et... Non, puis même c'est un humour. Tous les supporters ultra ou pas ont de l'humour, mais l'humour au parc, c'est quand même. Moi, je l'ai jamais rencontré nulle part ailleurs. Cette façon de s'auto-flageller. L'autoflagellation peut-être, je sais pas. Moi, je trouve quand même qu'à Marseille, ils peuvent être très bons. Hein. Je vois pas ça à Lyon, par exemple. Bien sûr. Ah oui. Mais Lyon n'est
t'as pas de public. Mais Paris, il y a quand même cet auto-dénigrement caustique. Ouais, alors c'est vrai que tu as raison, ils l'ont à Marseille aussi. Marseille, ouais. quand même. Si, Marseille, le mec qui pète Marseille, ils peuvent être très très bons sur ça. Les chèvres avec les numéros et tout. Une acclamation. Non mais le Parc des Princes, de Marseille, c'est intéressant. Le Parc des Princes. Moi, par exemple, c'était génial quand ils m'ont chanté Julien Cazard est un PD. C'était quand même beaucoup pour rire. Hein. Bien sûr. Et c'était drôle, ils l'ont chanté à 3000. C'est impressionnant. Non mais ils ont ri aussi parce que ta réaction était drôle. Oui, si tu leur avais fait un doigt d'honneur ou un bras. J'ai un de mes potes d'Action Discrète qui est très pote avec les ultras, enfin qui est ultra marseillais lui aussi. Et il fait partie d'ailleurs de mes meilleurs souvenirs dont on parlera tout à l'heure. Et alors ce qui était drôle, c'est qu'en fait tu vois une partie de mecs qui me crachent dessus, qui m'insultent, mais vraiment c'est au premier degré, et l'autre moitié qui rigole en le chantant. Donc c'était drôle, il y avait les deux. Mais non, mais ils ont beaucoup d'humour. Je pense que c'est un truc d'ailleurs qu'on a en commun. C'est-à-dire c'est ça le fait d'avoir plutôt de l'humour. Mais tu vois, tu pensais sûrement notamment à la banderole sur les ch'tis. C'est vrai que tu la trouverais pas partout. Mais en même temps, les Lillois en ont fait une aussi. Tu vois, ils avaient fait La vérité sort de la bouche des Parisiens. Donc, tu vois, bon. Comme souvent. Non, mais c'est drôle, tu vois, juste après. Même je crois qu'elle était à 3 étages d'ailleurs la banderole des Parisiens parce qu'il y avait excusez-nous on savait pas que vous saviez lire. Ça c'était bon. Et la 3e c'était ah ouais allez sans rancune on est tous frères, enfin surtout vous. Bon, moi j'ai mon pote Rico qui m'a appelé le lendemain en me disant ils ont oublié alcoolique et qui est un mec du Nord. Ouais. Non mais c'est vrai, mais le pire, c'est qu'à cette époque, pour faire un petit crochet rapide sur ce truc-là, c'était que ça avait fait marrer les ultras. Bien sûr. De Lens. C'est justement les bien-pensants à la con de ce pays qui n'attend que ça. C'est les mêmes mecs qui aimaient pas le foot et qui disaient qu'il fallait que Thierry Henry se dénonce et qu'on n'aille pas à la Coupe du Monde. Tu vois, ces mecs-là qui s'intéressaient pas au foot. Non, mais à un moment donné, tu dis, tu t'intéressais pas au foot et tout d'un coup, c'est comme quand Le Monde ou Libé, ils parlent pas de foot et puis à un moment donné, ils font 5 pages sur un scandale du PSG. Tu dis, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Ça vous intéressait pas il y a 2 semaines ? Voilà. Donc, donc pour moi, les banderoles, ça fait quand même plutôt marrer les gens du foot. Et ça énerve ceux qui n'en sont pas. Il faudrait en faire un livre un jour. Ah si, ça serait beau. Bah oui. Grande page là, ça. Des banderoles du PSG, celle du Vélodrome. Ah oui, il y en a même quelques-unes de Marseille qu'on pourrait mettre dedans. Non, il y en avait des gros à Marseille, il y avait des costauds quand il y avait les gros derbies. Ah, pour moi, c'est l'essence même du PSG, le Parc des Princes. Mais alors, dans ce cas-là, si on parle du Parc des Princes, on va parler de ce qui fait l'ADN et ce qu'on a perdu. Et c'est un de mes meilleurs potes, Nicolas Poli, qui l'analyse très bien. C'est le maillot qu'on a perdu. Ah bah oui, mais moi quand j'en parle, on me dit mais non, t'es rétrograde, tu fais partie de ces vieux non, mais pour moi la tunique, ça fait aussi partie. Mais le symbole, c'est important. Mais on est dans une époque où le symbole, c'est montré du doigt, c'est réactionnaire. Alors non, mais symbole... là, je crois que c'est beaucoup plus pragmatique que ça. C'est-à-dire que c'est pour vendre des maillots et si tu as le même maillot tous les ans, tu n'es pas sûr de le revendre. Oui, mais de là à enlever, tu peux faire des déclinaisons, mais de là à enlever les couleurs, de modifier le logo. Non, ça, je suis d'accord. Moi, je pense que leur rêve, c'est de plus s'appeler PSG au bout d'un moment. C'est Paris. Non, Paris Fashion Week, tu vois, c'est plus que PSG. Non, je pense que Paris Saint-Germain, ça va rester. Mais pour moi, il y a une forme de respect, même pour les joueurs. Le fait de se dire, tiens, je porte le maillot. Ce maillot, et Paris, quand tu vois un autre mec le porter, c'était le même maillot. Mais par moment, t'as l'impression de voir jouer Bordeaux avec le nouveau maillot un peu bleu. Non, il est dégueulasse. Il est dégueu, mais le jaune, à la rigueur, il est tellement loin. Bon. Mais les maillots extérieurs ou les thirds à la rigueur, ils font ce qu'ils veulent au niveau marketing et pour le coup les ventes. Mais quand tu regardes Liverpool, la Juve, le Real, mais en plus ça m'étonne parce qu'avec tous les bobos tous les CSP+ qui sont blindés, ils devraient faire un maillot presque vintage avec les vraies couleurs. Mais ça cartonnerait. Ils vont le faire une année. Ouais, mais ils vont pas c'est ce qu'ils faisaient tous les. En fait, rappelle-toi, à un moment donné, ils nous avaient bien niqué les mecs. Ils avaient trouvé la technique. Excuse-moi pour le mot niqué et je le redis. Mais ils faisaient le maillot nickel PSG. L'année d'après, un maillot pourri. Du coup, tu le rachetais. Les mecs gueulaient. Ok, on vous écoute. Remaillot. Et en fait, une fois sur 2, t'avais le bon maillot parce que ça te permettait quand même de le racheter. L'année prochaine, le retour du maillot HTR. Mais moi, je t'annonce que l'année prochaine, ils vont revenir à un truc plus classique. C'est sûr. Non, mais je te confirme. Je l'ai vu. C'est affreux. Ouais. Camouflage. Affreux. Non, il est dégueulasse. Ah ouais. Il est vraiment dégueulasse. C'est-à-dire qu'on va réussir à faire pire que les Marseillais des années 2000. Écoute, j'en sais rien. Mais pas le truc Burlington Reggae là. Il y a eu Burlington et Reggae. Ce qui m'étonne avec. De toute façon, c'est tous les clubs qui sont qui ce souci-là. Quand on voit la Juventus de Turin là. Le logo a changé, mais le maillot il n'a pas bougé. Le maillot quand tu vois la Juve à la télé, tu sais que c'est la Juve. La Juve à la télé, ça marche. Mais il y a quand même pas mal de clubs, c'est pas non plus. Non, mais là, ou un vendeur Footlocker. Ouais. Ou un arbitre de. Ok.
C'est l'arbitre de hockey qui a fait le vendeur Footlocker. Mais par contre, sur les maillots, et je pense que c'est un phénomène que vous avez aussi vu se développer dans les rues de Paris et partout en France ou à l'étranger, c'est que au niveau merchandising, on vend les joggings, les vestes, les sweats, c'est en train d'exploser, c'est ouf. Donc, parce que tu t'en trouves dans des endroits où t'en trouvais pas. Là où je veux en venir, c'est que dans le monde entier, tu peux respecter le maillot parce que tu sais que par ailleurs, tu vends à mort sur d'autres produits. Et continuez si vous voulez vendre. Alors, tu sais qu'il y a un truc, alors, pour avoir discuté avec des mecs qui bossaient avec des équipementiers, qui est un peu flippant et qui expliquait aussi pourquoi Marseille, souvent il y a des maillots qui étaient flippants. Ils disent le problème c'est que la plupart de ceux qui achètent sont beaucoup des jeunes. Ok. Et ben les jeunes, ils ont souvent des goûts dégueulasses. Mais je te jure, c'est les mecs qui disaient nous on a fait des études de marché, le truc qui se vendrait le mieux, c'est le truc que tu trouveras le plus moche. C'est fluo. Nous, quand on voit les maillots DDE du Barça, on se dit mais ils sont où? Mais les mecs, c'est que des ploucs qui aiment le Barça. Donc les mecs, ils savent très bien que s'ils veulent en vendre 1 million. Mais non, mais oui. Non, mais il a raison. Il a raison. Tu sais la différence entre le Real, ils n'ont pas besoin de faire ça. Le Real, c'est le club de la bourgeoisie classe. Les autres, c'est des nouveaux riches, les Barcelone, les Catalans. C'est des ploucs. C'est terrible à dire, mais quand tu vas au Camp Nou, tu le sais. C'est quand même les inventeurs du Pentacourt. Qui nous fassent un essai, juste. Et c'est pour ça que s'ils veulent vendre, ils sont obligés de faire ça. Ils nous le font une saison, bordel. Une saison, et je peux vous assurer qu'autour de la table, les gamins, on habille tout le monde. Ma femme, je lui achète un maillot. Mon père, je lui achète un maillot. On est tous d'accord, on achète ça. Non, mais voilà, si c'est juste une question de vente. Généralement, je vais essayer de. Si je croise un mec du PSG, c'est de le convaincre. Mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, qu'à tous les échelons, il n'y a plus de passionnés de l'équipe dans la structure du club. Ouais, mais ce que c'est vrai. Aujourd'hui, autour de la table, on a tous plus de 40 piges. Et qui achète aujourd'hui, c'est pas nous. C'est-à-dire que. Non, mais quand je dis c'est pas nous, on achète nos enfants éventuellement. Laissez-moi terminer. Mais non, laissez-moi terminer. On n'aura jamais la même consommation. Tu vas pas acheter 4 sweats à capuche, 4 jogging, c'est pas vrai. Tu connais le prix d'une call girl russe? Ça dépend où tu vas. Va en Russie. Prix d'usine. On n'a pas la même consommation. C'est une réalité. C'est pour Marlène, ça, si elle nous écoute. Donc en fait c'est le jeunisme encore une fois qui salit tout. Non mais quel vieux con celui-là. C'est insupportable. On peut finir là-dessus. Il est quelle heure à Bamako, Jean? La météo tout de suite. On passe à pas la météo, la rubrique de fin d'émission. Avant de se quitter, pour se détendre un petit peu, puisque là on était tendu, ça se sent. Hyper tendu. On va finir avec quelques questions aux supporters que tu es. Ça s'appelle le questionnaire rouge et bleu. Première question. Messieurs, vous pouvez aussi intervenir, donner votre version. Quel est ton premier souvenir au Parc des Princes ? Alors, c'était mon Parc des Princes foot, parce que j'étais amené régulièrement pour le Tour des 5 Nations. C'était un cauchemar pour moi. Et j'avais pas le droit de voir du foot. Le premier, c'était un match, un PSG Lille. Un match dégueulasse de 91, un des premiers matchs de l'Air Canal. Et je jouais avec mon meilleur pote et tout. Et il y avait un mec, c'était génial, qu'il y avait un mec qui avait une énorme perruque rouge à Auteuil. Alors, peut-être que vous vous en rappelez de ce mec, une énorme perruque bouclée rouge. Ceux qui ont été à Auteuil, ils s'en rappellent peut-être de ce mec. Il était tout le temps là, une énorme perruque bouclée rouge. Et il gueulait 2-0 pendant tout le match. 2-0 Mais depuis le début, et il y a eu 2-0. Donc, on s'est dit, ce mec, c'était mon idole, ce mec. Je dis, mais bon, ça marchait qu'une fois. Après, il a gueulé 2-0 tout le temps. Il y a eu que. Et attends. C'était un bipolaire. Et le même match, t'avais Yazid Sandjak qui s'échauffait avec Joël Cloarec. Ça sort d'une autre époque. Joël Cloarec. Qui s'échauffait devant, parce qu'on est Auteuil rouge en bas, donc tu les voyais. Et il y a des mecs qui gueulaient Sandjak. Je dis, mais qui c'est ce mec? Enfin, moi je connaissais de loin, mais je comprends pas gueuler Sandjak. Comme c'était le seul mec qui était là qui s'échauffait. Et bon, voilà, c'était mon premier souvenir du Parc des Princes. Et les 2 buts ont eu lieu de l'autre côté, donc j'ai pas vu. Comme toujours. Quel est ton meilleur souvenir de victoire? Alors le problème c'est que je pourrais te sortir PSG Real parce que j'y étais, mais bon voilà, évidemment il y a PSG Real et PSG le 4-1 ouais, j'y étais, donc c'était trop facile. C'est trop facile. Donc je vais te dire un truc, tu parles au Parc des Princes toi ou Victoire de Paris. Alors Victoire de Paris. Tu sois là ou pas, Victoire de Paris. Si, moi génial. Je suis avec Toen, mon pote marseillais. On est avec des potes dans un appart. C'est un match, un OM PSG.
où l'OM, ils nous mettent une branlée dans le jeu, mais on ne voit pas le jour. Mais c'est l'enfer, et Eto'o, il m'insulte pendant tout le match. Et la dernière minute, il y a un contre avec Paoletta qui part tout seul, qui frappe, c'est repoussé par Rounier, je crois, et c'est Fiores qui marque. Ah bah oui. Et c'est le braquage. Le hold-up. Mais c'est le plus gros braquage de l'histoire du PSG, je pense vraiment. Et là, mais je te dis pas l'autre, il hurlait, il pleurait, il hurlait, sa haine. Et franchement, c'était magnifique. Victoire 1-0 sur cette action. Après, il y en a eu d'autres, tu vois. J'ai vécu avec lui aussi le 3-0 au Vélodrome avec Ronaldinho. J'étais dans les tribunes marseillaises. Là, c'est magnifique. Mais ce 1-0, il est tellement dégueulasse. Ouais, il est tellement sale que c'était magnifique. Ton meilleur souvenir de défaite? Alors, si, il y en a un. Il y en a une normalement. C'est Bordeaux au Parc. Avec le pénalty raté. Non, le Bordeaux, quand on laisse Bordeaux gagner le titre. Oui, mais pour moi, c'est pas une défaite. Donc, moi, c'est une victoire. Moi, plus beau souvenir de défaite, parce qu'on en a tous rigolé. On reçoit Guingamp, on n'est pas bien. On reçoit Guingamp au Parc. Il y a 0-0 à la mi-temps. Et à la mi-temps, il y a Rai qui revient, qui fait un tour d'honneur avec son écharpe et tout. On est tous là. Ça nous fait trop, parce que ça nous fait mal, parce qu'on se rappelle qu'on était, il n'y a pas si longtemps, un gros club. Et il y a une espèce de frappe en cloche de loin d'un Guingampais. Letizy est sur la balle. Il attrape la balle, il rentre dans le but avec. Il se rend pas compte qu'il est derrière sa ligne. Vous vous rappelez pas de ça? 1-0. Si. C'est le genre de choses qu'on préfère oublier. Comment t'expliquer? Il a la balle dans les mains, il la ramène à sa poitrine, il se rend compte, il retend les bras, mais l'arbitre siffle, il y a but. Tu peux le retrouver. Hein. Mais on a pleuré de rire tellement c'était pathétique. Tous les Tizi. Rapidement, ça c'est typique du PSG. Aussi souvent, quand un ancien joueur revient donner le coup d'envoi ou se montrer à la mi-temps et tout ça, ne porte pas bonheur. Ouais. On perd. Donc c'est pour ça que le prochain, on le snipe. C'est un club superstitieux en fait. Mais non, mais c'est le cimetière indien, je te dis le Parc. C'est le cimetière indien. Ouais, il y a un truc. Quel est le joueur que tu as le plus aimé à Paris et pourquoi? Alors, je me souviens, c'est Valdo. Parce qu'en fait, il y en a eu plein que j'ai aimé, mais c'était logique, tu vois, les Ronaldinho et tout ça. Mais Valdo. Valdo qui est servi dans la surface de réparation face à Rocha. Valdo frappe de Valdo. Et c'est le but. Là, évidemment, c'est Ricardo Rocha qui tourne son cul sur une feinte, mais décolle sur le 3e but de PSG Real. C'était notre petit cadeau du virage. Non, mais Valdo, parce que je trouve que ce mec, il était extrêmement complet. Limite, le joueur aujourd'hui qui lui ressemblerait le plus en moins offensif, c'est Marco Verratti. Mais sauf que lui était beaucoup plus efficace. C'est-à-dire que tu regardes. D'ailleurs, pour moi, PSG Real, ça symbolise tout. Il est sur tous les buts. Sur tous les buts, il y a Valdo. C'est-à-dire que le mec, il avait la vision du jeu. C'est pas un joueur de stats. En fait, c'est comme Iniesta. C'est pas des joueurs de stats. Si tu regardes les stats, Iniesta, c'est pas un grand joueur. C'est la tour de contrôle. C'est un mec, il a le jeu juste, l'orientation, le dribble qu'il faut. C'est incroyable d'intelligence de jeu. Et peut-être qu'à l'époque, c'était pas assez médiatisé le foot. On y avait pas assez. On était plus dans l'appréciation que dans l'analyse. Et il n'était pas mis au rang de ce qu'il valait, je pense, Valdo. On a beaucoup mis en valeur Ginola et Rai. Mais Valdo, c'était un mec. Il est parti un petit peu dans l'anonymat, je trouve, par rapport à la qualité qu'il avait. Quel est le joueur de Paris que tu as le plus détesté? Hugo Léal. Alors Hugo Léal, mais il m'énervait avec sa tête de con. Et Louis le mettait toujours titulaire. Ouais. Il jouait... Mais ce mec, il était nul. Il coûté cher. Et on nous vendait que c'était un prodige portugais. Mais c'était un nul. Mais nul. Et le pire, c'est que le seul jour où tu dis ah non, je me suis trompé, finale de Coupe de France. Il marque un but, derrière il se fait expulser et on perd 2-1 contre Auxerre. Voilà. Merci Hugo. Mais Hugo Léal, moi je n'ai pas pu. Je ne pouvais pas. Les autres, si vous avez des idées, vous. Ah ouais, mais attends, il y a eu Van der Wiel. Grégory Van der Wiel. Alors lui, je l'aurais tabassé. Tatoueur. Et de temps en temps footballeur. Il doit bien s'entendre avec Memphis Depay. Ouais, impossible. Ouais, c'est un peu les mêmes. Ouais. Et moi j'ai une question con. Tu préfères Okocha ou Pastore? Alors tu sais quoi, au final je préfère Okocha. Ah, moi aussi. Merci. Parce que je sais pas, Pastore j'aurais pu le préférer, mais il a raté tous les moments où j'aurais pu le préférer. Okocha malheureusement il n'est pas forcément entouré de la même équipe que Pastore. Carrément. Mais je trouve qu'il a eu des moments où il a été extraordinaire et parfois il a été mis sur le côté au lieu d'être mis dans l'axe. En numéro 10, sa meilleure saison, quand on finit 2e il joue 10. Et puis il a eu des moments extraordinaires. Enfin pour moi c'était un mec fabuleux et voilà, aujourd'hui Pastore aurait pu passer devant mais il n'a pas passé le cap. Donc pour moi je mets Okocha. Pour moi c'est Okocha, je suis d'accord. Okocha, pur joueur du PSG. Hein? Pur joueur du PSG. Ouais, c'est pour moi c'est le Pastore aussi hein. Dans la loose. Normalement oui. Normalement oui. Mais la question impossible, on va essayer de pas passer une demi-heure dessus.
Le 11 de rêve, toute époque confondue. Alors, oui, il faut faire des choix. Donc, écoute, j'ai envie de te dire, dans les buts, on n'a pas beaucoup de choix. Hein. Bernard Lama, puisque je ne mets plus Joël Batz. Hein. Moi, j'avais hésité, puis t'as raison. Alors non, tu savais qui j'aurais hésité ? J'aurais hésité avec Baratelli. J'adorais ce mec. Et pour moi, s'il est à la Coupe du Monde, on ne perd pas au pénalty. Après, on refait pas l'histoire. Mais voilà, donc je mets Bernard Lama. En défense centrale, je mets Ricardo et Gabriel Heinze. Pas Karkouri. Alors j'ai hésité avec Karkouri et Sami Traoré comme duo, voire Rabé Yepes. Non. Donc je mets Ricardo et Heinze parce qu'il y a un mélange de défense et de caractère. Voilà. Je pense qu'il y en a un des deux qui nous manque un peu aujourd'hui. Gabi Heinze. À gauche, et là je fais un peu une arnaque parce que j'ai envie de le mettre. Je mets Leonardo parce qu'il a joué arrière gauche pendant des années avec l'équipe du Brésil. Et le premier match qu'il fait au Parc des Princes dans un match amical PSG-Brésil, il joue arrière gauche. Et il nous met la race tout le match, on ne sait pas qui c'est ce mec. Après, il joue plus arrière gauche. Après la Coupe du Monde 94, non. Mais en Coupe du Monde 94, tout est possible dans le football. Voilà. Milieu de terrain. Ensuite, arrière droit. Pardon. Arrière droit, au final, attention. J'hésitais entre Sassus. Ah oui. Parce que c'est drôle. C'est drôle. Et le pire, c'est que comme j'ai envie de lui donner sa chance sur le long terme, j'ai envie de mettre Meunier parce qu'il peut devenir ça. Là, je te suis pas. Là, je te suis pas. Arrêtez je crois avec Meunier. Vous vous rendez pas compte Pour moi, c'est une arnaque. Non, mais sauf que je te dis, ce poste est peut-être le poste où on a été le plus nul parce qu'on a eu Cristobal, Potillon. Bon, on a eu tous les mecs. Mais Potillon encore, il était pas si mauvais. Mais non, mais je te suis. Moi, il m'énerve pour d'autres raisons. Marquinhos a été bon. Ouais, mais tu peux mettre Marquinhos. Il est meilleur dans l'axe, mais à droite, il était fort. Tu l'as pas mis dans l'axe. Alors, tu sais quoi ? Si je veux mettre un mec qui a été arrière droit plein de fois alors qu'il est central, et du coup, je raconte l'histoire aussi, je mets Antoine Camboiré. Il a joué plein de fois arrière droit. Donc, c'est quoi Antoine à droite, c'est bien ça. Voilà, comme ça, au moins, je te mets un truc. Au milieu, je te mets Thiago Motta. C'est le meilleur 6 qu'on ait jamais eu. On n'a jamais eu des très très grands 6 à part Le Guen. C'est pas notre poste. Je suis d'accord. Donc, je mets Motta. Après, il faut faire des choix. Je mets Valdo. Et ça va. Valdo et Rai. Ensuite, je mets Ronaldinho. Je mets Ginola Weah. Alors, je mets pas Neymar pour l'instant. Oh non, mais Neymar, c'est trop tôt. Trop tôt. Dans un an, peut-être que je mettrai pas Neymar. Pas Cavani, pas Pauletta, pas Suzic. Alors, sur le banc. J'aurais bien mis Suzic. Okocha sur le banc. En fait, pour moi, j'aurais mis Suzic parce que pour moi, Suzic, c'est l'équivalent de Rai, largement. Mais je vais être honnête, j'ai plus connu Rai. Parce que Suzic, soyons honnêtes, quand t'allais pas au parc, moi j'avais pas le droit d'aller au parc. Moi Suzic, je l'ai connu à la radio. Et voilà. Le problème c'est que j'ai pas eu le temps. Pour l'histoire du club, je le connais, mais je n'ai pas assez. Moi, je l'ai plus apprécié en tant que joueur de la Yougoslavie qui nous a mis 3-2 avec l'équipe de France qu'avec le PSG parce qu'on le voyait pas à la télé, le PSG. On ne le montrait pas à la télé. Et moi, j'avais pas Canal quand j'étais gamin. Quel coach pour cette équipe ? Quel coach ? Alors Arthur Georges. Je vais mettre quand même Arthur Georges parce que c'est le coach de mes plus belles émotions. Donc je mets Arthur Georges, le première mouture. Et puis c'était un mec qui avait gagné la Champions League quand il arrive quand même. Faut pas oublier quand même qu'à l'époque, on recrute un entraîneur qui a gagné la Ligue des Champions. T'as aucun mec qui a le niveau, à part Ancelotti, t'as aucun mec qui avait le niveau d'Arthur Georges. Là. On oublie peut-être ça aussi. Et quand ils viennent de Benfica, je sais même pas s'ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions avec Benfica, Ricardo et Valdo. Non. Mais en tout cas, ils étaient dans un gros club. Ils étaient dans un club qui l'avait gagné il y a pas longtemps. Enfin, quand ils viennent de Benfica, c'est pas un club de merde, tu vois. On recrute des stars, quoi, tu vois. Quel président ? T'es obligé de mettre Denisot. Même si j'aurais mis Kazak par amour du club. Borelli. Ah oui, Borelli, je suis con. Non, mais le problème, c'est que Borelli, moi, je te dis... T'aimes pas les baises en ville. En fait, Borelli, c'est le président ultime. C'est vrai. Mais c'est vrai que pourquoi il m'est pas venu tout de suite ? Parce que moi, je te dis, le PSG de Borelli, c'est un truc que je vais dire par histoire. Tu vois ? Parce que sinon, en fait, en vrai, dans mon 11, je te mets Daleb, je te mets d'autres mecs. Tu vois ? Moi, j'ai malheureusement pas eu le temps de le connaître assez. Ouais. Mais évidemment, si tu dois le mettre dans l'histoire, c'est le numéro 1, c'est sûr. C'est sûr, c'est lui, en vrai. Quoi, colonie capitale ? Non, je déconne. Ouais, j'ai hésité avec Pierre Blaillot, moi. On avait une question sur la meilleure banderole, mais on a déjà fait un petit peu... Non. Alors moi, celle que j'ai adorée, c'était pour Marseille, parce que c'est plus drôle. C'était le savon, le fabriquer c'est bien, s'en servir c'est mieux. Et en plus, il est fabriqué à Bordeaux, le savon de Marseille, grande partie. Je trouvais que c'était génial. Moi, on en parlait l'autre jour, mais j'avais bien aimé. Et en plus, tu t'attendais pas à celle-là, tu l'as oublié. C'est pas vraiment le lieu pour le dire, mais l'été où on commence contre Bastia au Parc en août, et Colonna vient de se faire arrêter par GIGN, je crois, et Boulogne déploie transfert de l'été Colonna à Paris. Voilà, bon, c'est bon, c'est bon. Ça nous permet de préciser qu'on enregistre ici, chez Colonna. 34 rue Le Mercier, au Batignolles. Et merci à Cyril Colonna de nous accueillir.
pizza. Ah oui, non, mais attends, je suis à moitié corse. Je voudrais pas que ma maison brûle à Montreuil. Je suis à moitié corse. Vive la Corse. C'est quelle moitié? La bonne, bien sûr. C'est moi. Ça sera par la mer aussi. Si le PSG était un film. Oh. Alors tu sais quoi, c'est simple. Pour moi, c'est le Titanic. Pourquoi? Parce que non, mais je vais te dire pourquoi. Parce que c'est magnifique, c'est majestueux, c'est riche, et ça coule. C'est superbe, c'est insubmersible. Et au premier iceberg, ça se pète la gueule. Tout le monde veut prendre le canot de sauvetage, mais on continue de jouer de la musique. Exactement. Voilà, il y a la T'as pas mieux. Ah, c'est bien. Ou la 7e compagnie ou Seul contre tous, ça dépend des jours. Ouais. Je préfère encore le Titanic alors. Non, parce qu'il y a quelque chose de majestueux et d'élégant dans la façon de mourir. Et puis on entend la musique là qui continue. Ça joue du violon. Si le PSG était une chanson. Alors, si le PSG est une chanson, un morceau quoi, avec la musique. Alors non, c'est pas Jump. Je pense que ça serait. Alors j'ai hésité. Alors oui, effectivement, Phil Collins parce que c'est terrible. En fait, comme j'arrivais pas à faire le choix, j'ai pensé à Phil Collins. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis rappelé que pendant des années, Phil Collins, c'était le truc qui nous faisait vibrer, alors qu'on n'avait plus rien qui nous faisait vibrer au parc. Dans le jeu. Je te jure, t'avais les boules d'arriver en retard et de louper le tin tu tapes dans les mains. C'était impossible. Moi, avec mon pote, quand on arrivait à la bourse, on disait putain merde, on va louper Phil Collins. Et quelle que soit l'équipe, tu pouvais avoir Talal, tu pouvais avoir Apoulaïdel. T'avais Phil Collins, c'était comme une Madeleine de Proust. C'est-à-dire que c'était le seul truc que t'avais en commun avec les fois où t'avais gagné avec Ginola et Weah. Donc en fait, c'est pour ça que je ne peux pas enlever Phil Collins. J'ai vraiment l'impression que le PSG, les supporters du PSG en tout cas, sont tous des sadomasochistes. Oui, mais tous les supporters sont des sadomasochistes. Ouais, mais nous, c'est vrai qu'on est un peu. Le PSG, quand même, on est pas mal là. Demande au René. Ouais, je pense qu'il y a des. Avec Phil Collins, c'est la Golden Bar. Plus maso que sado finalement. Ouais. Mais il y a une forme de romantisme là-dedans. Bien sûr. C'est ça. C'est pour ça que je avec suis romantique. Quel match as-tu raté et tu le regrettes profondément? Alors en vrai, tu l'as pas vu. Et tu t'en veux. Mais moi, un match que. Je sais qu'il y a un match, j'en parle souvent parce qu'il n'était pas plein. C'était le fameux match de 94. Parce que tout le monde nous dit, ouais, c'était le PSG où les supporters c'était des vrais. Il ne faut pas oublier qu'il était un tiers vide, le match du titre, PSG Toulouse. Et j'avais chopé un rencard avec une meuf, une bombe atomique. Une bombe atomique. Je vais au cinéma avec elle. C'était le seul soir où elle pouvait. Donc, une brésilienne. Non, une portugaise. Franchement, elle était pas mal pour une portugaise. Mais tout de suite, elle se rigole sous les bras. Non, je rigole. Non. Elle était magnifique. Je vais au cinéma avec elle. Je loupe le match. J'avais mal calculé mon coup. J'avais pas oublié que c'était le match du titre. C'était un PSG Toulouse. Je dis bon, je vais rien louper. Et je suis dégoûté. Elle me met un râteau, mais absolu pendant le film. Elle a, mais t'as jamais vu ça de ta vie. Je sors du cinéma, je suis aux Champs-Élysées. Je suis dégoûté, je suis au fond de la caisse. Et là, je vois arriver tous les mecs. Tu vois qu'ils viennent sur les champs. À l'époque, ouais. Oui, à l'époque, ouais. Parce que les joueurs avaient rendez-vous au Fouquet's. Sinon, on n'y serait jamais allé aux Champs-Élysées. C'est parce que, rappelle-toi, les joueurs, ils allaient fêter les titres au Fouquet's. Et donc, ils sont tous au Fouquet's. Et la meuf, elle me dit, ouais, tu me raccompagnes. Je lui ai mis un gros dégage. Je lui ai dit, dégage. Elle s'est barrée. Je suis allé rejoindre les autres au Fouquet's. Je suis un vrai beauf. Et t'as oublié son prénom depuis, mais par contre, t'as oublié aucun joueur du PSG. Non, elle s'appelait Dalila. Elle se reconnaîtra. Tu étais sur son son. Ton plus beau souvenir de déplacement? Alors, il faut savoir un truc, c'est que moi, j'en ai fait très peu des déplacements. J'en ai fait très très peu parce que moi, ça m'angoissait. Et je vais te dire un truc terrible, c'est que j'avais fait des déplacements avec les Marseillais. Je voyais tellement de cassos. Il n'y a pas que ça. Hein. Mais dans les mecs qui se déplacent, t'as quand même du cassos dans tous les clubs. Hein. Et c'est marrant, ça m'angoissait. Je me dis, je veux pas voir ça chez moi, dans ma famille. Je veux pas les voir, j'ai trop peur. Bon, c'était une erreur. Mais puisqu'en fait, quand t'es dans la famille, il faut accepter tout le monde. Et non, mais en tout cas, j'en faisais pas beaucoup des déplacements. J'en avais pratiquement jamais fait. Le seul que j'ai vraiment fait en mode déplacement, c'est le Camp Nou. Avec les supporters, je peux te dire, ça m'a calmé. La remontada. Voilà. Donc, sinon, mon plus beau souvenir de déplacement, comme j'en avais pas fait beaucoup, j'ai adoré le Anderlecht PSG, le dernier. Parce que ce qui était génial, c'est qu'on est arrivé au stade, Anderlecht, c'est un stade où... t'as pas l'impression que c'est la Ligue des Champions, c'est encore ambiance, c'est le bordel dehors, t'as plein de baraques à frites, de machin. Aujourd'hui, tout est quadrillé, Ligue des Champions, c'est l'horreur. Et là, t'avais l'impression que t'allais voir un match de district, mais dans le bon sens du terme. C'était vraiment sympa. Tu peux picoler. Bon, alors après, une fois que tu rentres dans le stade, tu picoles de la bière de merde, hein, 0% de matière grasse.
Et d'ailleurs, c'était marrant parce qu'à côté de moi, il y avait un Belge. Il fait: toi pour Paris, toi? Mais cet accent-là. Je dis: oui. Il dit: ah là, bah nous, je vais te dire, on est bien content. On va se faire une branlée, on va se faire éliminer, on va reboire de la vraie bière. Hein. C'est avec la Ligue des Champions, on boit de la pisse. Donc voilà. Mais c'était génial, franchement. Et puis les mecs, ils étaient tellement drôles, les supporters d'Anderlecht, qu'ils ont une chanson improbable de Tonton Jojo, là, je sais pas quoi, avant le match. Enfin, c'est super drôle, quoi. Et donc je me suis régalé. En plus, on leur a mis une sacrée tôle. T'as une chanson de supporters justement du parc que tu préfères? Alors de chantable à l'antenne? Non, c'est vrai que t'es chanteur aussi. Moi j'adorais le fameux Tapis est un enculé, papa est un bourrin, qui était improbable et qu'on a chanté pendant des années alors qu'il n'y avait ni tapis ni papin. Donc, et moi je me rappelle qu'il y a 2-3 ans, dans notre petit groupe qu'on est, à la force d'être tous ensemble, on commence à se connaître. On avait réussi à créer un mini-groupe de 10-15 et on arrivait à faire chanter à tout le monde Tapis est un enculé, papa est un bourrin en 2016. C'est quand même improbable, dans une tribune latérale en plus. Donc celle-là était très drôle. L'insulte, le juron favori que t'as entendu au parc? J'avais entendu quoi? Non, j'avais entendu un truc génial, c'était CRS impuissant, les matraques font pas d'enfants. Parce que les mecs chargeaient sur nous. Elle est pas mal. Faut que je la retienne, très bien. Nous, on avait lancé à l'époque en Tribune K une crêperie pour le Gwen. Quand on n'en pouvait plus, on chantait ça tout le match. Ça n'a pas marché. Ah, Polo, c'est mon pote. Ah ouais, mais on t'embrasse. La fin, on en a voulu. Moment d'émotion, t'as pleuré au parc? Ouais. Et je vais te dire un truc très con. J'ai un souvenir. J'ai pleuré plusieurs fois. C'est un concert de Céline Dion, non? Ouais. Non, je déconne. Non, mais on a tous pleuré au parc. Si t'as pas pleuré au parc, t'as pas aimé le parc. C'est vrai. Non, mais je me rappelle d'un truc très précis. Il y a un PSG Bordeaux avec Ronaldinho. Il met un doublé. Dont une fois où il y a le premier but, je crois, il accélère. Les mecs osent pas l'attaquer. Finalement, à la fin, il fait un vieux plat du pied dans le but, mais parce que les mecs ont tellement peur d'aller sur lui. Et il met un doublé. Genre la deuxième balle, je crois que c'est une balle lobée ou une frappe enroulée. Et je me suis levé, on était avec un pote, on avait les larmes aux yeux, on était comme deux cons, on s'est vus tous les deux avec les larmes aux yeux, on s'est dit merde, on est vraiment des pauvres types. Et c'est vrai, mais voilà. Et je me rappelle de ça, alors que j'ai pleuré plein de fois, mais ça, je sais pas pourquoi ça m'avait cueilli. C'est vrai que moi j'ai pleuré souvent au parc. Mais plus de joie. Ouais. En fait, de déception, moi je pleure rarement de déception, je suis plus atterré, je bouge plus, mais je pleure plus de joie. C'est vrai que Ronaldinho faisait souvent pleurer. Ouais. C'était impressionnant. Dans les backrooms aussi. Ouais. Alors ça, c'est autre chose parce que j'ai pas connu moi. Les départs, c'est toujours triste au parc, pas au Rail. Et moi, j'ai pas pleuré au départ de Rail. Je trouvais ça cool, mais alors moi, ça m'a touché, mais je pleure pas pour ça. Moi, c'est plus. Moi, le soir où on gagne contre Marseille avec le but de dingue de Vikash là, mais moi, je vais dire un truc, je l'assume. Hein, le We Are the Champions. Je pense qu'on trouvera jamais une meilleure chanson les soirs de victoire dans un stade, peu importe le stade. Ouais, mais le problème, c'est qu'on a gagné la Coupe de la Ligue et t'entends We Are the Champion of the World. Oui, mais on s'en fout. Bah, déjà, t'es pas obligé d'être polyglotte. Et puis, mais le morceau est quand même assez entraînant et en même temps émouvant. T'as picolé un peu, t'es avec tes meilleurs potes, t'es bien. Tu sais que ça va pas durer tout le temps. C'est vrai que là, sur ce coup-là, ils ont fait fort. Quoi. C'était donc le tout premier épisode du podcast du Virage. Merci beaucoup Julien Cazard. C'était le plaisir. C'était un vrai plaisir de partager ce moment-là avec toi et d'apprendre tout ça sur le Paris Saint-Germain. Merci Jonathan, merci Fred, merci Jérôme, Jean et merci Xavier Chevalier, le boss, le rédacteur en chef qui était au platine. Number one, il est là, représente. Yes, c'est lui qui a envoyé les jumps. Dans vos faces. Merci Xavier, c'est grâce à toi qu'on est là. Merci particulièrement à Cyril Colonna qui nous accueille donc dans son restaurant dans le 17e à Paris, rue Le Mercier. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode et donc un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien, suivez-nous sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à la newsletter de Virage, c'est virage.paris. Un petit peu d'autopromo. C'est gratuit, c'est bourré d'infos et de dossiers passionnants sur votre club. On y retrouve les rubriques des uns et des autres. C'est gratuit. Les papiers de Jérôme Réjas qui sont vibrants. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires 5 étoiles sur Apple Podcast. Au revoir Julien. Au revoir à tous, merci de m'avoir invité. Et allez Leipzig. Et surtout n'oubliez pas. Ça surtout pas. Allez Paris. Allez, salut, ciao.